The Good Post, The Good Post. All the world's waiting for you. Ah, oui, nous y sommes, chers amis. The Good Post 27 est arrivé. Non, 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 ce Alléluia n'était pas pour vous, mais bien pour moi. Oui, parce que ça me fait plaisir de vous retrouver, plaisir d'attaquer le premier enregistrement de l'année de ce nouveau The Good Post, parce que les fêtes se sont très bien passées pour moi, en tout cas au moins au niveau d'internet, de la chaîne YouTube et du blog. J'ai vu des nouveaux gens débarquer, me proposer des collaborations très sympathiques, dont je vous ai parlé dans les différents blogs. Et notamment dans le dernier Good Post, si je ne dis pas de bêtises, le premier de l'année 2021, et oui déjà. Et donc, je suis vraiment content de revenir enregistrer un petit peu des podcasts, parce que entre temps j'ai sorti pas mal de vidéos que je vous enjoins à aller voir, qui s'appellent The Résumé. Si vous n'avez pas encore découvert, il s'agit de petits résumés attrayants des Good Post, où j'aiguise un petit peu mon point de vue, puis je fais pas mal preuve d'humour noir et de galéjade et autres rigolades, avec encore une fois caution humour noir 100%, 110%. Donc si vous êtes des âmes sensibles, restez plutôt avec The Good Post, même si déjà dans The Good Post je me lâche déjà très bien. On se connaît, hein. Je n'ai plus aucune limite depuis très longtemps. Qu'est-ce qui lui grignote le cerveau, cette espèce de con? Mais il y a aussi un enfoiré de riche qui ose venir squatter, de snob, qui ose venir squatter ma chaîne et qui s'appelle le Gentleman. Donc voilà, si vous voulez aller découvrir ces piteuses histoires de cinéma, il y a déjà 3 épisodes sur la chaîne. Faites ce que vous voulez, hein, moi je vous aurais prévenu. The Good Post 27, c'est le grand retour de vous retrouver tous. Et donc, quel est le menu? Le menu de gourmet que je vous ai concocté pour aujourd'hui. Eh bien, on va commencer par une actu autour du Justice League de Zack Snyder. Et oui, encore une fois, parce qu'on entend tout et son contraire. Et je vous avais dit notamment, et je spoil un petit peu ma critique, mais c'est pas grave, que l'avenir de ce Zack Snyder Justice League Universe était complètement suspendu, très fortement suspendu, à une première réussite de Wonder Woman 84, aussi bien critique que financière. La situation n'est pas encore fixe, mais on va vous laisser un petit peu de suspense. Donc l'actu, déjà, vous voyez, c'est chaud bouillant, on commence 2020 très vénère. Ooh, that's a bingo! Ensuite, on attaquera la critique de Wonder Woman 84, critique où je vais essayer d'être un peu plus, entre guillemets, efficace que d'habitude. Je vais essayer de traiter vraiment le fond et, à mon avis, les problèmes principaux du film et ses qualités. Vous allez voir un petit peu, je vais un petit peu changer le système, on va essayer d'avancer de manière un peu plus smooth, un peu plus vite. Je vais bien sûr parler pendant 3 heures, ça c'est clair, mais ne vous inquiétez pas, les bonnes habitudes sont bien encroûtées sur l'homme. Mais grosso modo, l'idée ce serait d'aller un petit peu plus vite et de vous proposer aujourd'hui une critique, on va dire, plus concise, peut-être en découpant moins par chapitre, parce que j'ai cru comprendre que c'était un petit peu lourd et que certains d'entre vous me disaient que c'était plus sympa à écouter quand j'énonçais moins les chapitres et que surtout j'allais un peu plus directement à l'essentiel, tout en développement. Vous voyez ce que je veux dire? Vous me demandez d'aller plus vite mais plus lentement. Voilà, donc tout ça est très clair. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rien changer du tout en fait. Ouais, c'est cool. Ou c'est minable. Ah oui, c'est minable. Tu as été minable. Et dans la question est vite répondue, je vous parlerai de très bons conseils que j'ai reçus de quelques-uns d'entre vous, et je vous en remercie beaucoup, qui évoquaient le fait notamment que je dois faire augmenter la qualité vidéo de mes vidéos des The Résumés, mais aussi de Le Gentleman, enfin de toutes les vidéos avec images que je commence à sortir actuellement. Je vous expliquerai pourquoi c'est en cours et pourquoi j'ai pris du temps un petit peu là-dessus. C'est pas des excuses, c'est juste une explication du développement naturel de cette chaîne. Voilà, quel menu, vous allez vous régaler, mais alors là... Vous avez de la chance, hein. Heureusement que je suis là, parce que franchement, en toute modestie, hein, heureusement que je suis là, sinon votre année, je sais pas où elle irait, vous seriez perdu dans les champs, nus, à vous faire choper par n'importe quel intrigant, alors que là, je viens me protéger de vous protéger de mon aile en or, avec ma belle armure digne de Saint Seiya. Oui, je me moque un petit peu de Wonder Woman 84 avant d'attaquer la critique, parce qu'il faut quand même le dire, c'est un film qui fait très 84. Ouais, ça par contre, ça c'est vrai, ça on peut pas le nier. Comme à chaque fois, nous avons besoin de préambuler. Eh oui, donc préambulons tous ensemble. Oui, je sais, c'est une allusion sexuelle, car bon bref. Préambulons tous ensemble.
puisque Wonder Woman 84 n'est évidemment pas le premier film d'une série, il est la suite de Wonder Woman, mais il est surtout un film intégré à tout l'univers DC, le DC Universe, qui a essayé et qui essaye toujours de créer son univers à lui, différent de celui de Marvel, en tout cas ils essayent, et force est d'admettre que vu le bordel que ça a été cet univers depuis le début, je vous renvoie à toutes les critiques, j'ai critiqué tous les films du DCU dans de longs podcasts plein de densité, d'amour et de rêves sensuels. Et je vous ai parlé avec intensité et passion de cet univers très très dense lancé donc par Zack Snyder et qui a connu plusieurs films. Alors je les ai pas tous en tête là, je vais peut-être en oublier, mais grosso modo pour vous faire la suite, on a d'abord Man of Steel, ensuite Batman vs Superman, ensuite on a Justice League, Wonder Woman, Aquaman, Suicide Squad, pardon, on a Justice League, non, on a Suicide Squad, pardon, Justice League, Wonder Woman, Aquaman et Wonder Woman 84, Birds of Prey, pardon, et Wonder Woman 84. Bref, on n'a pas énormément de films dans cette série, série qui a été protéiforme au possible, j'en ai parlé dans chacune des critiques, un peu en détail, en abordant chaque film très spécifiquement, donc je vais le faire ici, je vais essayer de pas trop développer quelque chose dont je vous ai déjà parlé déjà 10 fois. Encore une fois, je vous renvoie à tous les podcasts, il y aura la playlist en dessous de la playlist du DC Universe, donc n'hésitez pas et n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez, c'est ça qui m'intéresse le plus. Donc bref, univers qui a connu des remous dès son fondement, puisque dès le premier film Man of Steel, film qui était peut-être à l'image de ce DC Universe, était déjà, comme je le présente dans ma critique sur Man of Steel, un film Frankenstein où à la réalisation on avait Zack Snyder, apôtre s'il en est de l'image baroque, donc des grands ralentis, des grands effets, des grandes saturations d'image, bref, du baroque cinématographique, avec au scénario nul autre que Christopher Nolan et David Ayer qui avaient créé ensemble The Dark Knight, c'est-à-dire le film de super-héros, la trilogie de super-héros naturaliste classique, c'est-à-dire le film de super-héros presque anti-baroque. Donc on avait ce sort de monstre à deux têtes qui nous a sorti donc à Man of Steel, dont j'ai fait une critique à laquelle je vous renvoie, encore une fois. Et oui, la pipe ça fait jamais de mal, même quand on assiste comme un crétin. Mais pour faire court, ça a été un peu à l'image au final de tout l'univers du DC Cinematic Universe qui, je ne sais pas pourquoi, alors il faudrait peut-être qu'un jour je trouve des infos sur est-ce que c'est un univers cinématographique qui a commencé dans des conditions financières compliquées. Ça expliquerait beaucoup de choses parce que à absolument chaque film, il y a eu des retournements de veste. Comme aucun des films du DC Universe, quasiment aucun, j'avais oublié de parler de Shazam, tiens, ça m'y fait penser, comme quasiment aucun film du DC Cinematic Universe n'a trouvé une sorte de consensus, n'a été la pierre angulaire, le chef-d'œuvre qui allait clairement obliger la série à être comme ça ensuite. Chacun des films a connu à chaque fois des fortunes très très diverses, des fois le succès public pas du tout critique, des fois critique pas du tout public, des fois ni l'un ni l'autre, mais rarement l'un et l'autre. À la limite, il y a eu un certain consensus autour de Shazam et d'Aquaman. Et encore, je mets de gros guillemets, Aquaman étant perçu plus comme une sorte de film visant le marché chinois. C'est quelque chose que j'ai appris dernièrement grâce à Benzaï. Et oui, on apprend toujours chez les plus expérimentés, les vieux du YouTube game. Mais il m'a vraiment fait comprendre quelque chose que je vous transmets tout de suite. En l'occurrence, en expliquant que beaucoup de films maintenant produits à Hollywood visaient évidemment le marché chinois. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, mais le marché chinois, c'est un équivalent de population au cinéma monstrueusement élevé, pour vous dire qui est cousin du nombre de public que les États-Unis arrivent à faire, voire même plus potentiellement, c'est vous dire. C'est une véritable drogue, le nouveau cinéma de spectacle en Chine, ça cartonne, et énormément de boîtes chinoises investissent aux États-Unis, et énormément de boîtes américaines investissent dans le cinéma chinois, et surtout espèrent distribuer les blockbusters en terre chinoise et faire en sorte qu'ils aient du succès. Or, évidemment, quand un pays émerge comme ça et propose une équivalence quasi parfaite en termes de nombre de spectateurs aux spectateurs américains, et ben les États-Unis, ils n'ont aucun intérêt à ne pas chercher à soigner le spectateur chinois, le caresser dans le sens du poil et lui donner ce qu'il attend. Et il se trouve que le spectateur chinois en général, ce qu'il aime, c'est le spectacle what the fuck, c'est-à-dire où ça va vraiment dans l'extrême. Ça marche très 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 bien. Un petit peu à l'image du cinéma fantastique hongkongais
Je sais pas si vous voyez un petit peu, si vous connaissez des films comme Histoire de fantômes chinois. Je vous passe les détails. Histoire de fantômes chinois, quand j'étais gamin, quand j'étais ado, c'était le film qu'on se matait en se disant purée, si Hollywood faisait des films comme ça, on s'éclaterait. Là en l'état, c'était ça prêtait plus à rire et ça nous faisait fantasmer parce que c'était des films où tu voyais des mecs voler sur des sabres, lancer des boules de feu, se battre contre des serpents géants et ainsi de suite. Ça avait vraiment un imaginaire fou et Histoire de fantômes chinois était un des rares où c'est pas que ça tenait debout, mais ça assumait d'être comique, tout en ayant un vrai sens de l'aventure et du spectacle. Et donc, j'ai envie de dire qu'à l'image de ce film, le grand public chinois apprécie beaucoup ce type de cinéma-là. Je vous ai déjà parlé dans d'autres podcasts de la Grande Muraille, le film avec Matt Damon, où j'avais expliqué que il y avait beaucoup plus de stars chinoises dans le film, que c'était un film produit par les Américains, mais qui visait clairement le marché chinois, et donc les producteurs chinois en avaient profité pour faire produire le film grosso modo par les Américains en termes de pognon. Mais vous verrez que si vous voyez ce film, il y a énormément de scènes d'action qui sont pensées comme du cinéma chinois, qui sont faites par des équipes chinoises de A à Z, et au final, l'héroïne du film est plus l'actrice chinoise que Matt Damon, si on regarde bien le film et si on le prend tel qu'il est. Mais il est construit narrativement sur un principe hollywoodien pour, grosso modo, se vendre en termes... pour que ça passe vraiment pour un blockbuster américain. Mais le côté what the fuck de faire une invasion de la Chine par des monstres, grosso modo la Mongolie n'existe pas, je crois que beaucoup de gens avaient ri là-dessus et moi le premier. Et ben ça donne au film un côté assez what the fuck. Moi j'aime bien, je trouve que c'est un film sympa, La Grande Muraille. Mais il faut pas se leurrer sur ce que commercialement le film essayait de faire. Donc vous avez compris le délire. Il s'agit de viser souvent le marché chinois. Et Aquaman a été un film qui a cartonné, littéralement explosé au marché chinois. C'est d'ailleurs pour ça que très vite Aquaman 2 a été remis dans les baquets. Et allez, petite parenthèse judiciaire, on va rigoler un petit peu, j'y pensais pas, mais là, allez, on vous en parle quand même. On bat les couilles, frère. Parce que oui, il faut savoir que notre chère amie Amber Heard, qui joue le rôle de la copine d'Aquaman, donc j'ai oublié le nom, Mera, dans Aquaman, c'est elle dont vous entendez parler quand vous entendez parler du fameux divorce que vous suivez tous comme moi, vous regardez TMZ du soir au matin, vous avez bien raison, on a tous le cerveau pourri. Donc bref, TMZ nous en parle en long, en large et en travers tous les journaux scandales, le fameux divorce entre Johnny Depp et donc son ex, donc je viens d'oublier le nom, je viens de le dire, putain c'est fou. Bref, Amber Heard, pardon, avec des histoires aussi dingues que voilà, je me suis réveillé un jour, un de ses amis avait chié dans le lit, enfin vous voyez, on est dans le très très haut niveau de la séparation, celui que tu as envie de connaître, tu vois, c'est vraiment, quand tu te sépares de quelqu'un, si un jour tu te sépares de quelqu'un et qu'il y a un divorce, je vous souhaite à tous de ne jamais connaître un tel niveau de séparation, parce que là vraiment on est dans du hardcore, pour aller parler de ça devant les juges, c'est que il y a plus que de l'argent en jeu, c'est parti en vrille à tous les côtés. Ou peut-être tout simplement qu'il y a énormément d'argent en jeu. C'est vrai aussi que ça peut jouer quand même. Cette affaire, puisque vous la suivez, vous savez qu'au départ, c'était Amber Heard qui était pointée médiatiquement comme abusant de Johnny Depp, que Johnny Depp, il avait rien à voir là-dedans, qu'il avait des soucis d'alcool, mais qu'elle en avait abusé, que c'était une petite jeunette qui était venue lui mettre le cul sous le nez, blablabla, sous-entendu. Donc elle était vraiment mal. Le scandale MeToo est arrivé au travers de tout ça. Et entre-temps, surtout, la justice a fait son taf et on s'est rendu compte que c'était plus compliqué que ça. Que notamment les ex-compagnes de Johnny Depp étaient venues témoigner que non, il n'était pas violent et que non, elle exagérait en disant que voilà, c'était un mari violent, blablabla, selon elle, hein, bien sûr, mais qu'effectivement c'était quelqu'un de compliqué et que si elle s'était séparée de lui, c'est aussi parce qu'il avait des soucis d'alcool, des soucis d'addiction, que c'était un mec qui n'arrivait pas à tenir son argent, qui avait une vie de bohème assez bizarre et qui était franchement difficile à gérer. Ça s'est rajouté aux rumeurs, mais pas seulement aux gens aussi qui ont été appelés à témoigner dans les différentes productions dans lesquelles Johnny Depp a joué, et qui ont été grosso modo poussés dans leur retranchement par les avocats d'Amber Heard à admettre que sur les tournages, Johnny Depp, il est pas évident. Il est vraiment pas évident et qu'il est devenu de plus en plus dur à gérer et que c'est pour ça qu'on a essayé de le virer régulièrement de la série Pirates des Caraïbes depuis la fin du 3e. Entre autres, c'est aussi pour ça qu'il fait moins de films avec Tim Burton ou que c'est des films qui sont faits dans des conditions très spécifiques où il peut tourner lui parce qu'il est devenu compliqué, notamment avec ses soucis d'alcool. Bref, tout ça pour dire, pendant un moment, Amber Heard, on ne devait plus en entendre parler dans le DCU, c'était pas officiel, mais on sous-entendait qu'elle n'était pas dans le script de Aquaman 2, jusqu'au moment où l'histoire s'est retournée plus ou moins, et vu que surtout que le film, et c'est là où je vais en venir, a cartonné en Chine, et que le public chinois a aimé Amber Heard, ils ont aimé son personnage, ils ont aimé son couple avec Aquaman, non seulement il a été question
et c'est dans les tuyaux maintenant qu'elle soit clairement dans le deuxième film et qu'elle fasse partie d'un des enjeux principaux, mais en plus, et c'est là où je vais en venir, et c'est là où on voit vraiment que le public chinois a poussé ça, il y a carrément un spin-off, un film autour du personnage de Mera qui devrait voir le jour, et qui est dans les tuyaux de la production, et c'est très très sérieux. Voilà, ça vous donne juste une échelle d'idée. Allez, j'ai fait mon petit côté TMZ, c'était pour rigoler avec vous, mais ça vous donne une échelle d'idée de l'importance du public chinois sur les films de demain et les films de spectacle de demain. Allez, c'était la petite parenthèse, mais au moins vous savez que maintenant, dans le DCU, puisque c'est ça dont je vous parlais principalement, Aquaman, c'est un film qui a cartonné, qui est clairement une réussite de production, mais qui en termes critiques, a quand même en Occident, il y a quand même c'est plus modéré quoi. Moi j'ai bien aimé, hein, si je vous renvoie à ma critique, franchement Aquaman, j'ai passé un bon moment, c'est un film que je peux mater tranquillement. Mais c'est clairement pas le film du siècle sur le fond quoi. Faut appeler un chat un chat. J'aime beaucoup ce que propose Jason Momoa, ça peut être des films très sympas, mais je vois ce héros être essentiellement un héros popcorn. Je ne vois pas de drame, de profondeur au-delà de ça dans Aquaman. Et c'est problématique quand on veut que le film, quand on veut trouver sa pierre angulaire, le film qui fait que tout le public va être réuni, autant ceux qui aiment le spectacle que ceux qui ont envie d'avoir des grandes émotions. This is, I mean, the emotion here is so extraordinary that it is beyond words. I mean, l'émotion est tellement extraordinaire qu'elle dépasse les mots, qu'elle dépasse l'entendement. Bref, vous avez compris le délire, le DCU n'a toujours pas sa pierre angulaire, alors que nous sommes quasiment au 8e, 9e film, je sais plus exactement. Bref, et que The Suicide Squad de James Gunn devrait sortir cette année. Bref, c'est un univers cinématographique qui est un peu foutraque. Et là-dedans, il faut admettre que Patty Jenkins, et oui on y arrive, réalisatrice et auteure de ce Wonder Woman, qui avait réalisé le très très sympathique Monsters, qui avait selon moi des problèmes, Monster pardon, avec Charlize Theron, que je vous conseille de voir, qui est un film franchement intéressant, qui est plutôt un beau film, même si vous voulez, je vous ferai un podcast à l'occasion dessus pour vous en parler plus en détail. C'est un film intéressant à questionner. Il y a toute une histoire autour du travail de Charlize Theron sur le rôle qui est très intéressant. Et le côté persona non grata que Patty Jenkins va avoir après ce film à Hollywood, bizarrement, vraiment, et peut-être misogyniquement. Honnêtement, on va pas relancer le MeToo là, mais il y a quelque chose qui me dit que Patty Jenkins, on a été dur avec elle. Franchement, un peu gratuitement et un petit peu parce qu'elle avait des ovaires. S'il vous plaît. Oui. Pas content. Donc, quand Patty Jenkins arrive sur le projet Wonder Woman, elle n'est pas en odeur de sainteté. Elle a fait quelques épisodes de séries qui ont bien fonctionné. C'est une réalisatrice respectée. Nonobstant, il y a ce truc à Hollywood, ça n'a jamais collé, et il y a une histoire que je vous ai racontée notamment dans la réalisation et la production de Thor The Dark World. Je vous renvoie à ma critique de la trilogie Thor, où j'en parle un peu plus en détail, où grosso modo elle était là au début, puis elle s'est fait virer. En fait, elle a été utilisée pour pouvoir faire signer Nathalie Portman, et elle s'est fait virer dès que Nathalie Portman était grosso modo pied et poing liés au projet, ce qui explique que Nathalie Portman n'a plus accepté que le MCU utilise la moindre image d'elle, à part une photo d'elle, qui est dans, je crois, Avengers. Et après, ils ont carrément joué la carte du non, mais je me suis séparé d'elle, elle est carrément hors champ. Son personnage est littéralement viré de la série et revient donc. Je vous renvoie à ma news du dernier podcast sur les veuves, et reviendra donc dans le prochain Thor, Love and Thunder, avec Taika Waititi aux manettes. Bref, je vous renvoie à ma critique des veuves, où je vous en parle de ça dans l'actualité, vous allez comprendre un petit peu le beans. Quoi qu'il en soit, du côté de Patty Jenkins, elle était restée sur cet échec, mais c'est pas un échec, la production l'avait feinté quoi. Alors, est-ce qu'elle a un fort caractère et qu'elle voulait imposer des trucs que la production voulait pas? Probablement. Nonobstant, c'est quand même chose qu'ils lui ont fait. C'est pas très cool, soyons honnêtes. Tout ça pour dire, notre amie Patty Jenkins n'était pas en odeur de sainteté quand elle arrivait sur Wonder Woman. Heureusement pour elle, Zack Snyder était à fond derrière, c'était lui qui était derrière le projet, qui chapeautait tout le projet artistique finalement du DC Universe. Ce n'est pas Christopher Nolan qui a gardé les manettes dessus, notamment parce que Christopher Nolan voulait aller vers d'après ce que j'ai compris, une sorte de The Dark Knight Cinematic Universe sans le dire quoi. Il voulait pas faire revenir Christian Bale dans le rôle de Batman, mais c'est d'ailleurs lui qui a poussé pour que Ben Affleck soit le Batman de cet univers-là. Mais il avait clairement un univers beaucoup plus sec et beaucoup plus tourné dans le style sur ce que Man of Steel avait à proposer. Même avec tout le délire de la fin, avec les extraterrestres et tout, si on regarde bien Man of Steel et qu'on regarde ensuite Batman vs Superman, Wonder Woman, Suicide Squad, il y a clairement un revirement baroque dans l'univers du DCEU qui vient de Zack Snyder et qui est clairement pas venu de Christopher Nolan.
Bref, donc c'est Zack Snyder qui chapeautait tout et c'est lui qui a poussé pour que Patty Jenkins puisse faire son adaptation de Wonder Woman en lui imposant certaines choses, évidemment le principe que le film devait se passer pendant la Première Guerre mondiale, qu'on devait retrouver vraiment les origines du personnage de la BD, et ça Patty Jenkins a parfaitement géré les choses, je vous renvoie à ma critique. Donc Patty Jenkins a pu faire le scénario, la réalisation, et nous a pondu, ma foi, d'un très très bon Wonder Woman, pas forcément un film excellent, mais un très bon film de super-héros, avec ses limites, avec ses qualités. Je vous renvoie à ma critique encore une fois si vous voulez tout connaître, mais grosso modo, ça a été, le premier film du DCU à avoir vraiment de la solidité, à tenir debout, à proposer une histoire émotionnellement claire de bout en bout, avec des vraies scènes d'action bien foutues, du spectaculaire et une naissance d'un personnage de super-héros qui plus est féminin de qualité. C'est le premier film, faut appeler un chat un chat. Oui, je suis désolé, moi, Captain Marvel, je vous renvoie à ma critique, je vais pas m'énerver encore une fois dessus. Tout ça pour dire, Patty Jenkins, elle avait calmé tout le monde. Ce qui fait que très très vite, après Wonder Woman, non seulement des projets dans le même état d'esprit ont été signés, Aquaman notamment, qui devait se faire depuis un moment, mais James Wan a eu vraiment les coups des franches parce que d'un côté, Patty Jenkins a proposé quelque chose de différent de Zack Snyder en utilisant les bonnes recettes, et je vais expliquer en quoi après elle n'utilise plus ces recettes dans Wonder Woman 84, et c'est un problème concernant l'identité du personnage de Wonder Woman interprété par Gal Gadot dans l'univers du DCU, et qui explique très probablement une grande partie de la déception du public, dont moi, sur ce Wonder Woman 84. Mais attendez, calmez-vous, on va y aller tranquillement. Quoi qu'il en soit, grâce à elle, l'univers du DCU a pu s'élargir et James Wan a pu trouver sa place et proposer ce Aquaman qui est, singulier malgré tout. Oh mon Dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. C'est ainsi que Patty Jenkins a vite été re-signée, qu'elle a rembarqué Gal Gadot dans le projet évidemment sans problème, Chris Pine de nouveau, et elle a pu travailler donc sur un scénario original pour Wonder Woman 84. Elle a eu 3 ans et demi, si je dis pas de bêtises, ce qui est une bonne échelle de temps. Vous savez, je vous avais déjà donné l'info, mais un bon blockbuster, il lui faut en général 2 ans de pré-production, 2 ans et demi, 3 ans même, c'est mieux, pour pouvoir faire une production, une post-production beaucoup plus rapide en 1 an. Donc en 3-4 ans, on a un bon blockbuster solide. Vous allez remarquer, c'est terrible, mais si vous regardez le temps de développement des blockbusters, le vrai temps de développement, je vous parle pas des Harry Potter, genre oui, ils ont commencé à écrire le 4e épisode quand ils avaient à peine fini le premier. Ça, c'est pas du temps de développement. Quand tu es en train de courir après chaque film, c'est pas du temps de développement. Je vous parle vraiment du temps de stase entre le film et sa suite. 3-4 ans, c'est bien, c'est sûr. Après, en moyenne, avec 2 ans et demi, 3 ans, on arrive à faire de très bonnes choses. Les Gardiens de la Galaxie 2, par exemple, les genres de choses. Je vous renvoie à mes critiques à The Good Post 1 et 4, si je dis pas de bêtises sur la question. Tout ça pour dire, Patty Jenkins a eu le temps de développer. On lui a laissé quelque part les coups des franches, et très vite elle a proposé ce Wonder Woman. C'est elle qui est arrivée avec ce principe de faire un Wonder Woman 2 qui ne serait pas de nos jours, qui ne serait pas dans la continuité de Justice League, mais qui serait encore une histoire personnelle du personnage de Wonder Woman. Et donc on a appris il y a 3 ans donc, que ce serait Wonder Woman, que le film s'appellerait Wonder Woman, non pas Wonder Woman 2, mais Wonder Woman 84, inscrivant les films Wonder Woman dans l'histoire de l'humanité et imposant de facto un Wonder Woman 3 qui devrait arriver de nos jours, mais qui par définition va devoir s'inscrire dans une actualité historique. Et je spoile ma conclusion, mais pour moi ça va être une vraie problématique, surtout après ce Wonder Woman 84. On y reviendra après. Soyez patients, bande de petits perlimpinpins. Oui, je sais, ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien. Ave César, Rosé Rosam et Spiritus Rex. Ah non, parce que là j'en ai marre. La news d'aujourd'hui, parlons-en tout de suite avant de commencer la critique de Wonder Woman 84, vous voyez de toute façon où je vais en venir. La news, elle est liée au film d'aujourd'hui. Ouais, d'habitude je fais des choses très différentes, très variées, mais j'avoue que c'était cool parce que un phénomène s'est produit dans la communication autour du film de Zack Snyder Justice League, et il est temps qu'on décortique un petit peu tout ça tous ensemble. Alors faisons un petit peu l'historique. Il y a 2 ans, Zack Snyder redébarque en nous disant « Le cut de la Justice League aura lieu, j'ai réussi à embarquer HBO sur le projet ». HBO voulait lancer son principe de streaming HBO Max et avait besoin de très gros projets que le public attendait beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux, pour pouvoir emballer le principe du streaming. Le principe du streaming fonctionnant énormément grâce à la puissance des réseaux sociaux et grâce à la pub que les critiques, que les youtubeurs et que plein d'autres gens
qui, comme moi, agite les réseaux sociaux à les faire, une sorte de pub gratuite mais qui commercialement est très très efficace pour toutes ces chaînes qui se lancent au streaming et tous les services de streaming sur internet, Netflix en tête. Donc, il s'agissait pour HBO Max d'avoir un projet qui soit du cinéma, mais qui soit pas non plus vu comme un film qu'on enlèverait du cinéma. Il n'y avait pas eu encore le Covid, hein, mais on y vient, calmez-vous, posez vos flingues. Tout ça pour dire, Zack Snyder propose ça, explique que ça se développe. Les mois avant, le projet devient de plus en plus solide, notamment avec les échecs artistiques de Birds of Prey, en dernière ligne, qui a encore une fois affirmé que DCU avait besoin de Zack Snyder pour réussir à faire quelque chose, on va dire, d'adulte, de complet, de mûr, visiblement. Et même avec des réalisateurs comme Patty Jenkins ou James Wan qui ont porté de la solidité à cet univers, ou Peter Feinberg, le réalisateur de Shazam aussi, qui ont fait du bien à cet univers incontestablement, il manque toujours une idée globale, une identité qui permettrait au public de savoir que ça c'est un film DC, ça c'est un film Marvel. Pour l'instant, DC ne le trouve pas, donc Zack Snyder est revenu un petit peu comme les Messi. Mais on lui a mis plusieurs conditions et ça se voit, puisqu'il s'agit de faire cette suite, son cut de Justice League ne devait sortir au départ que sur HBO Max, sous la forme de 6 épisodes d'1 heure. Donc grosso modo, face au film Justice League qui faisait à peine 2 heures, 6 heures, bon déjà... C'est quand même un sacré cadeau hein, pour Zack Snyder, ce qui veut bien dire ce que je suis en train de vous dire, que vraiment DC et Warner ont dit à Zack Snyder, écoute, tu reprends le bébé en main, et si ça cartonne, bah, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Et donc, très vite, on a appris que ce cut allait sortir aussi au cinéma, sous 3 formes de films de 2 heures, mais qu'il serait clairement sur HBO Max en même temps, que ce ne serait pas une sortie cinéma exclusive, ni l'un ni l'autre, et qu'il s'agirait vraiment de proposer aux gens qui le voudraient l'aventure sous forme de 3 films de 2 heures, au pays qui le voudraient. Et évidemment, ce serait une autre manière d'engranger de l'argent, mais aussi de mesurer le succès, parce qu'au final... L'enjeu de tout le délire qui est en train de se faire Zack Snyder, c'est déjà sur un film qui était déjà à moitié filmé, même s'il y a eu tout un reshoot et qu'il y a eu pas mal de fric à la post-production et que c'est un gros projet de Warner Bros et de HBO Max, du site de streaming HBO Max. Ça reste quand même un film qui était déjà grandement tourné, il faut appeler un chat un chat, et même si Zack Snyder a tweeté en mode oui, non mais j'utiliserai jamais des images filmées par quelqu'un d'autre, mais on est d'accord, mais t'as quand même des assistants réalisateurs et des choses comme ça. Tout n'était pas acheté dans le cut de Joss Whedon, et il y a certainement des choses qui n'ont pas été repayées à millions de dollars quand il n'y avait pas besoin. Donc vous voyez ce que je veux dire, faut appeler un chat, hein, qu'on travaille chez son boulanger du coin pour faire une brioche de plus, ou qu'on travaille chez Warner et qu'on va y rajouter des millions, c'est le même problème. À un moment donné, il faut que ça tienne dans la caisse et qu'on ne prenne pas des risques stupides pour faire 60 brioches de plus. Vous avez compris l'idée. Donc tout ça pour dire... Ah oui, ça c'était de la métaphore. Non mais là, il faut bien comprendre que si vous écoutez The Good Post, on est très très haut. Ça monte, c'est du... Au-dessus, c'est le soleil. Ça suffit. Ça suffit. De facto... le film, ce projet de Justice League son avenir est aussi suspendu à la réussite des films Warner. Et là est arrivé le Covid. Là où vraiment le film, il faut bien comprendre que ça se joue à pas grand chose. Le principe Justice League devait sortir normalement en janvier-février de cette année 2021, et c'est a priori maintenu, ça faudrait être début mars si j'ai bien compris maintenant. Mais le Covid est arrivé par là et Wonder Woman devait sortir quasiment un an avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si Wonder Woman avait été sorti en mars, comme prévu l'année dernière, si je dis pas de bêtises, ou avril, au cinéma, comme tout blockbuster de début d'année qui se respecte, Warner et DC auraient pu voir clairement si le film avait cartonné. Et s'il avait cartonné, ce qui était très probable vu que les gens avaient beaucoup apprécié Wonder Woman 1, il était peu probable que le film se casse la gueule. Et s'il avait très très bien marché et qu'il avait approché du milliard, là DC aurait dit ok, open bar, vas-y Zack Snyder, fais-nous de la pub, cartonne, et on va sortir notre truc au cinéma en grande pompe, et on va peut-être même faire 2 films de 3 heures, et tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Faut que ça aille loin dans le développement si ça cartonne, hein. De toute façon quand le fruit il est mûr, il faut l'enlever de l'arbre et il faut en profiter. Donc c'est ça un petit peu la philosophie des grosses productions, surtout quand il y a autant d'argent en jeu. Mais encore une fois, Jean-Philippe Covid est passé par là. Et Jean-Philippe Covid, il a poussé Warner à attendre toute l'année, jusqu'à décembre, pour finalement décider en fin novembre de sortir Wonder Woman au cinéma, sous forme d'une double sortie, donc d'envisager les choses différemment. Pourquoi? Parce que entre-temps, Disney avait sorti Mulan aussi bien au cinéma qu'en streaming en même temps, avant de se raviser et de le sortir que en streaming payant. Ça fait beaucoup d'éléments, mais vous allez vous comprendre où je veux en venir. Le principe de Disney, c'était simple, c'était de dire
vous vous abonnez à Disney+, donc déjà 15 € par mois, 5 € par mois, je ne sais pas le prix, et vous payez 30 €, 30 $, pour voir en exclusivité chez vous en streaming Mulan, qui normalement aurait dû ressortir au cinéma et vous coûter 10 $. Donc, dans le principe, c'est un peu sale, ça a été pas mal critiqué, notamment parce que ça fait beaucoup de mal aux exploitants de cinéma, j'en ai parlé dans d'autres news, je vous renvoie à différents podcasts où j'en ai parlé, mais c'est cohérent du point de vue de Disney, parce que Disney, eux, leur objectif c'est de rentabiliser un film qui leur a coûté un maximum de pognon, qui est un blockbuster qui a coûté, je crois, 150 à 160 millions de $, si je dis pas de bêtises, Mulan, qui a été une coproduction chinoise qui visait aussi à cartonner sur le marché chinois. Donc vous voyez, c'est grosse prise de risque. Et Disney, à un moment donné, s'est retrouvé un peu pris pieds et poings liés par le Covid, ne pouvait pas décaler trop son calendrier. Ils l'ont déjà fait énormément sur Marvel, mais ils ont refusé de le faire sur leurs films, les films de la firme proprement Disney, parce que tout simplement, c'est des films qui ont cartonné à chaque fois. En fait, si vous voulez connaître un petit peu l'état d'esprit de Disney, gardez à l'esprit que même si les films Marvel font beaucoup de bruit, marchent très bien chez les adultes et ont quasiment tous fait le milliard ces derniers temps au box-office, les films, les remakes Disney Live ont fait le milliard, voire une fois et demie plus, à chaque fois. À chaque fois, j'insiste, vous prenez chacun des films du Disney Live machin là, vous matez le budget et vous matez le box-office, et c'est 1 milliard à 1 milliard et demi à chaque fois. Donc, autant vous dire que pour Disney, l'objet, le film sur lequel il fallait prendre le risque de le sortir au cinéma et en streaming, voire en streaming seulement à 30 $, c'était les remakes live Disney. C'était juste très intelligent en termes budgétaires. Ah oui, Mickey, je sais, ça fait un moment qu'on s'est pas vu, mais je peux quand même, malgré ce qu'on a partagé tous les deux, bien que mon point de vue puisse être un petit peu biaisé, dire qu'avec tes grandes oreilles, t'as du flair, tu sens bien venir les choses, voilà. Et tu m'appelles quand tu veux, Mickey, hein, ça fait un moment que ça fait... Je t'ai envoyé un message de Nouvel An, pas de réponse... Voilà, on est quand même le 11, quoi, en janvier. Quand tu veux, tu m'appelles. Tirez-vous les foutus! Et donc, ce principe, en faisant ça, Disney a ouvert la boîte de Pandore, évidemment, à tous les autres sites de streaming qui ont dû commencer à réfléchir, surtout quand elles ont des billes dans le streaming et dans le cinéma, et surtout, comme dans le cas de HBO Max, on essaie de lancer un truc de streaming, un site de streaming à base de films de cinéma. Vous avez compris où je vais en venir. Donc, très vite a été annoncé que, avec le succès, Wonder Woman est sorti au cinéma en mi-décembre, au cinéma, hein, j'insiste, et en streaming en parallèle sur HBO Max. Donc on ne pouvait pas accuser non seulement Warner et HBO de participer à la pandémie et de la nourrir, puisqu'ils proposent les deux solutions publiques, c'est très important de le souligner. Et surtout, ils ont utilisé un autre principe que celui de Disney. Disney ayant essuyé les plâtres, je ne sais pas combien ils ont fait avec le streaming de Mulan, j'ai cru comprendre que ça n'avait pas marché du tout. Ça avait été assez catastrophique, aussi bien en sortie cinéma, et que le principe de la non-sortie cinéma en Europe et du Disney Plus à 30 € n'a pas du tout fonctionné, si j'ai bien compris. C'est vraiment resté une lettre morte au niveau du public. Le film ayant eu énormément mal à exister au-delà du piratage, hein, si j'ai bien compris. Mais encore une fois, on va attendre un petit peu une année que ça se décante toutes ces informations-là, parce qu'il y a de l'information, de la contre-information. Évidemment, Disney travaille à si ça a été vraiment un échec commercial monstrueux, ils essaient de le planquer, et c'est tout à fait logique avec un film qui a coûté un peu moins de 200 millions de $. Tout ça pour dire, HBO avait reçu la copie, avait bien compris que le public n'avait pas aimé du tout le principe, donc ils ont proposé le principe suivant. Déjà, Wonder Woman 84 est au cinéma ou en streaming, donc vous pouvez aller voir les deux, selon votre pays, selon l'endroit où vous vous trouvez, vous pouviez aller le voir éventuellement ou le voir en streaming. Et pour ceux qui le voyaient en streaming, au-delà de l'abonnement HBO Max, il n'y avait rien à payer, zéro. On pouvait le regarder comme ça. La seule feinte, c'est que le film n'était disponible sur le site de streaming qu'un mois. Donc, pour pouvoir le regarder, mine de rien, sur HBO Max, il fallait déjà être abonné. Et il n'y a pas d'abonnement en mois, hein, HBO Max. Vous êtes engagé minimum sur 3 ou 6 mois, je ne sais plus exactement. Je crois que c'est 3 mois aux États-Unis et puis selon les pays. Donc vous êtes engagé sur plusieurs mois, ce qui fait qu'effectivement, même si vous aviez payé juste pour voir Wonder Woman, vous y grillez un petit peu. Donc c'était malin. L'appel d'offres a marché, d'après ce que j'ai compris, ça a plutôt marché. Les gens se sont abonnés plutôt, pas en masse, mais ça a plutôt marché si j'ai bien compris, mais il faut attendre les chiffres. Là, aujourd'hui où j'enregistre, je les ai pas encore. Donc, ce principe a visiblement plu au public un peu plus. Donc là, Wonder Woman est encore sur le site de streaming à l'heure où je vous parle pour une quinzaine de jours, je crois jusqu'au 25 ou au 26 janvier. Et après, il ne sera plus accessible. Il sera au cinéma comme prévu, il est au cinéma, il va faire sa période au cinéma complète, et quand il aura fini sa période au cinéma, il sera accessible en VOD exclusivement sur HBO Max. Donc ça pour dire, c'était important de vous en parler,
parce que le succès pour l'instant est difficile à déterminer. Pour vous donner une échelle d'idée du succès ou non de Wonder Woman, malgré le Covid, j'insiste, malgré le Covid, le film a réussi à faire 130 millions de dollars au box-office mondial. C'est énorme. C'est énorme avec un Covid, avec des pays comme la France, l'Allemagne qui étaient fermés, où il n'y avait aucun cinéma d'ouvert. C'est vraiment énorme. C'est une très très grosse réussite, j'insiste. Ça veut dire que c'est un film qui aurait très facilement pu aller jusqu'au milliard, tranquillement. Le problème, c'est que maintenant, DC et HBO avaient besoin, pour pouvoir consolider le projet de Zack Snyder autour de la Justice League, que ce soit un carton aussi bien financier, populaire donc, que critique. Et au niveau critique, malheureusement, heureusement selon votre point de vue, HBO Max a clairement dit que les 65% à Rotten Tomatoes, enfin ils ne l'ont pas dit, mais c'est de plus en plus affirmé. Pour vous donner une échelle d'idée du pourquoi je pense que ça a mis un coup de frein au principe de Justice League, c'est que avant que Wonder Woman 84 sorte, il y avait des annonces un peu partout qui n'étaient pas du tout démenties, ni par Zack Snyder, ni par HBO, ni par Warner Bros. Que Zack Snyder avait relancer son Cinematic Universe, qu'on allait avoir de nouveau Justice League Dark au cinéma, que Zack Snyder il allait développer, il avait d'autres projets pour le DC Cinematic Universe, qu'il allait avoir un film avec Ben Affleck, en même temps, grâce au prochain film Flash Paradox, on allait ressortir un Batman avec Michael Keaton, qu'on allait refaire, comment dire... Enfin voilà, il y avait vraiment des projets délirants qui étaient sortis, genre carrément un Batman avec George Clooney, enfin, ça allait vraiment dans les annonces, dans tous les sens, et c'était des annonces qui n'étaient pas démenties, j'insiste, qui n'étaient pas démenties par Warner Bros, ni par HBO, ni par Zack Snyder, mais il ne confirmait que très très rarement les choses, vraiment très très rarement. Donc on était dans une sorte d'euphorie autour de cet univers qui était dingue. Et depuis que Wonder Woman est sorti, et que maintenant cette sortie est un peu entérinée et qu'on commence à avoir du recul, on a annonce sur annonce qui refroidissent tout. La dernière étant la plus spectaculaire, c'est le truc de Zack Snyder qui affirme qu'il n'avait pas spécialement de projet de suite après Justice League pour HBO. Ce qui est clairement une manière de dire, la production HBO Max et Warner lui ont redit, écoute, Wonder Woman il a pas assez cartonné, donc maintenant, comme prévu dans le contrat, tu te calmes, tu commences à dire à tout le monde qu'on va sortir Justice League, et si Justice League est un carton monstrueusement incroyable, 2 milliards au box-office, je caricature, mais qui fait le milliard au box-office en vente et tout ça, et que les abonnements HBO Max explosent comme prévu grâce à ton film, on reparlera de tout ton univers, mais pour l'instant tu te calmes. Voilà, c'était ça un petit peu ma conclusion de cette actu, c'est pour vous dire que oui, on a vu plein d'annonces, et là d'un seul coup on est en train de rétro-pédaler, donc je vous conseille, tout comme moi, je me suis conseillé à moi-même de prendre avec des pincettes désormais, toutes les annonces qui vont être faites autour du Justice League de Zack Snyder, parce que, mine de rien, il y a beaucoup de si là qui se mettent en place, et je vais vous expliquer pourquoi Wonder Woman 84, elle a un petit peu scié les prochains projets de Warner Bros, HBO et du Zack Snyder Justice League Universe. Malheureusement, moi j'en attends quand même pas mal de ce film-là et de cet univers-là, mais je crois que malheureusement... je vais vous expliquer, c'est bon, on y est, vous avez attendu jusque là, vous avez accroché votre ceinture, maintenant on va attaquer la critique de Wonder Woman 84, et attention, je vais vous fouetter à coups de lasso, vous avez même pas idée. Le pitch, et oui, cette semaine pas de galéjades et autres billevesées sur le pitch, je vais vous faire un petit pitch rapide histoire qu'on avance. Je sais que ça a été critiqué, apprécié par certains, voilà, ça a divisé. Et j'avoue de toute façon mes talents très très limités de comédiens et de imitateurs surtout, donc allons à l'essentiel. Le pitch de Wonder Woman 84 sera donc sobre cette semaine, puisqu'il s'agit en fait de raconter le fait que Diana Prince, depuis la fin de la Première Guerre mondiale et donc de Wonder Woman 1, travaille tout simplement pour le Smithsonian en 1984. Et entre-temps, elle revêt parfois, son costume de Wonder Woman, tout en prenant bien soin d'effacer les traces de son existence, élimination de caméras et autres témoins gênants, évidemment, non je blague, essentiellement de caméras. Et donc, un jour, à son taf, elle rencontre une nouvelle arrivante qui s'appelle le Dr Barbara Ann Minerva, qui, dans ses petites caisses d'antiquité, a une pierre qui, d'après la légende, exaucerait le vœu des personnes qui la tiendraient entre leurs mains. Cette pierre... et notamment la convoitise d'un certain Maxwell Lord, un entrepreneur plutôt charismatique qui passe à la télé régulièrement avec une petite pub et tout, blablabla, qui en fait dans la réalité est au bord de la faillite et espère du coup grâce à cette pierre changer le cours de sa vie, sans savoir que il va changer en fait le cours de toute l'histoire des États-Unis. Et oui, vous ne le saviez pas, il fallait que Wonder Woman vous le raconte
Ça va de soi. Même moi, c'est la première fois de ma vie que je l'ai dit. Je dis, les gars, on a tué personne. Avant, pour présenter le film, je dis, on a tué personne. Dès le début, Wonder Woman 84 est un hommage à la bonne vieille télévision des années 80, à un style de narration qui est celui des années 80, et même, en allant encore plus loin, un type d'histoire qui est celui des années 80. Alors, je ne sais pas si ça vient plus des scénaristes Jeff Jones. Alors, je ne sais pas si ça vient plus des scénaristes Jeff Jones ou David Callahan sur le projet que de Patty Jenkins. Quoi qu'il en soit, il y avait un vrai désir dans ce film de faire un hommage à un certain type de film, à un certain type d'histoire, à un certain type de narration des années 80 qui, à ma surprise, soyons honnêtes, semble plutôt plaire à Patty Jenkins. Alors, mettons les choses au clair tout de suite, parce que j'ai vu beaucoup de gens critiquer ça en disant qu'est-ce que ça foutait là, que c'était un hommage déplacé et qu'au final on n'avait peut-être pas eu besoin de ce film. Après Wonder Woman 1, on pouvait tout à fait passer à l'époque moderne. Alors, d'un côté oui, c'est vrai qu'on aurait pu tout à fait éviter ce détour dans le temps en soi, mais je tiens à parler tout de suite du style du film parce que ça va expliquer beaucoup de choses sur la mise en scène et je pense que si on a compris ça, on critiquera le film, mais je pense de manière un peu plus juste, un peu plus modérée. Il y a clairement dans l'identité de Wonder Woman, le premier film, de réussir à faire un film de guerre. Et si vous avez écouté ma critique de Wonder Woman premier du nom, vous savez que moi, personnellement, j'ai apprécié la partie film de guerre, la partie film dans les tranchées, j'ai trouvé que c'était bien fait. J'ai trouvé que Patty Jenkins avait su prendre le temps de faire un film, entre guillemets, en en rajoutant légèrement d'époque. Je mets une grosse nuance, parce que j'ai aussi fait une critique de la trilogie Captain America, où je vous parle justement, je fais la comparaison avec Captain America 1, qui lui se passe aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui avait clairement, lui, carrément choisi un type de narration qui était... Joe Johnston avait carrément choisi d'utiliser le rythme des films de guerre des années 50, 60, vraiment une traduction qui était un hommage à ce cinéma-là. Là, on peut pas... J'irai pas jusque-là, en parlant de Wonder Woman 84, même si sur bien des aspects, le film est vraiment une comédie d'action fantastique des années 80, sur bien des aspects. Alors après, est-ce qu'il fait référence à des films intéressants ou les films les plus marquants de cette période-là? Peut-être pas, quoique, dites-moi, hein, peut-être que les films sur le body switching, qui était un truc très très courant dans les années 80, peut-être que ça vous branche, et dans ce cas-là, il y a plus de chances, plus de monde que je ne le pense qui est intéressé par ce style-là. Mais il y a clairement dans Wonder Woman 84 un désir de retrouver un type de narration, un type de visuel, un type de rythme qui est celui des films des années 80. Alors pour le meilleur et pour le pire, on verra ça après, mais pourquoi je vous dis ça, soyons précis. Alors grosso modo, dès le début du film, et c'est là où je veux en venir, il y a cet effet, le titre de Wonder Woman est sur un effet de télé, d'écran télé, donc avec tout excusez-moi, la recomposition de l'écran par petites... c'est pas des LED, parce que maintenant je perds mes mots, mais par les effets du tube cathodique, par petites tranches colorées. C'est des petits morceaux, je vous laisse découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, tapez tube cathodique sur YouTube et vous allez découvrir pas mal de tutoriels beaucoup plus précis que moi sur la reconstitution de l'image à partir dans un tube cathodique, le principe des petites couleurs dont je vous parle là, qui sont en fait 3 couleurs, le vert, le bleu et le rouge, qui permettaient de reconstituer toutes les autres couleurs du spectrum. Donc je vous laisse découvrir ça un peu au niveau technique, mais dès le titre de Wonder Woman 84, on a donc cet effet-là qui arrive, avec une musique qui se veut résolument inscrite dans les années 81, synthétiseur, effet de batterie électronique, et ainsi de suite. Alors évidemment, c'est pas trop lourd, et à la composition de la musique, si je dis pas de bêtises, on a Hans Zimmer, donc autant dire qu'Hans Zimmer, c'est un mec qui s'est taffé, hein. Hans Zimmer... Là, il a fait trop de musique, je peux tous les évoquer, mais bon, on va dire, allez, au pif The Dark Knight, enfin, voilà, c'est un mec qui a vraiment derrière lui une énorme carrière de composition de musique épique de cinéma, et donc il a su, je pense, déjà dès le départ, modérer cet effet-là, mais il est très présent, très affirmé, on sent tout de suite la patte années 80 dans la musique. Et donc, comme je le disais dans l'image. Ce qui fait que, dès le titre, Patty Jenkins nous dit clairement qu'elle veut faire un hommage à ça et qu'elle a le désir de nous y ramener. Pour donner, et c'est tout à fait compréhensible, de la vraisemblance, du contexte
de la densité à une densité qui est celle de cette époque-là, à Wonder Woman 84. Oui, c'est beau, c'est beau. Une fois que ça s'est affirmé, tout le reste va de soi. Les bâtiments font années 80, on a le style, ce qu'on appelait le style modernisme international, mais qui a vieilli. Le modernisme international, c'est un style d'architecture qui arrive plutôt, qui explose en Europe, notamment fin des années 50 aux États-Unis, et qui va grosso modo marquer un petit peu quasiment 50-60 ans de l'architecture internationale des pays occidentaux. Donc c'est le côté néo-futuriste avec des murs ronds, des cavités arrondies et beaucoup de choses qui vont se baser sur des principes d'architecture qui étaient normalement censés être très épurés selon le style allemand. Donc par exemple vous aviez l'école du Bauhaus avec les bâtiments faits en béton brut de décoffrage, gris, carré en angle et ainsi de suite, parce que c'était supposé être moins cher, plus efficace thermiquement, au niveau sonore et ainsi de suite. Donc c'était supposé aller à l'efficacité, et le modernisme international va rajouter là-dessus, on va dire, toute une part de fantasme, d'utopie. C'est le siège Bulle, c'est plein de choses comme ça. Et il y a d'autres mouvements d'architecture et de design, comme par exemple le mouvement Memphis, qui vont rajouter le côté, on va dire, superflu, absurde, mais en même temps nécessaire pour la singularisation de la couleur, du plastique et plein de choses comme ça. Je fais vraiment très très court et je résume. Mais on retrouve donc ce style-là dans les architectures du film. On a vraiment un travail assez soigné. J'ai eu la sensation en tout cas d'être dans les années 80. Moi je suis né en 80, donc oui je suis un vieux machin comme ça, désolé. Et ça m'a semblé être une bonne évocation de cette période-là. C'était assez réussi. Il en va de même pour les costumes. On retrouve donc notamment dans les personnages principaux les fameux costards avec les épaulettes pour les femmes, les pantalons avec les assez remontés au-dessus des hanches, avec notamment assez large, assez bouffant, avec notamment les petites ceintures. Vous voyez là, le pantalon relativement large, mais la petite ceinture, avec le sac banane. Enfin, il y a une blague comme ça qui revient de manière récurrente avec le personnage de Steve Trevor. Je reviendrai là-dessus après. Et ce style visuel-là, je trouve que il fait déjà de Wonder Woman 84 un film assez unique dans le DCU et dans les films de super-héros en général, puisque j'avais critiqué ça notamment dans Captain Marvel, qui se passait aussi dans les années 80, ou fin des années 80, début des années 90, si je dis pas de bêtises, où je trouvais que c'était les années 90, mais sans aucun intérêt, sans aucun génie. Ça se passait avant, et c'est tout. Et ça n'apportait vraiment pas grand-chose au discours du film que ça se passe dans les années 90, ou alors je suis passé à côté de quelque chose, n'hésitez pas à me le dire, mais je ne pense pas, j'ai mon micro qui se barre. Et donc, je sais pas comment vous avez perçu ça dans ce film, n'hésitez pas à me le dire, mais dans le cas de Wonder Woman 84, je trouve que c'est extrêmement cohérent, et je reviendrai sur la question du scénario après, parce que j'ai vraiment lu à plusieurs endroits des gens qui trouvaient ça absurde d'avoir fait le film dans les années 80, mais le discours du film, il me semble, est parfaitement ancré au bon endroit. Donc déjà, faisons le point, au niveau décor, au niveau costume, on est dans les années 80, au niveau style sonore et au niveau de la musique et au niveau du travail sur l'image, on est dans les années 80. Vous allez me dire, mais à quoi bon, mon cher Gérard? Parce que oui, quand mes amis m'appellent Gérard, en fait. C'est pas du tout mon prénom, mais bon, quand on est proche, vous savez, on se crée des petits noms. Pourquoi pas Gérard, voilà. Pas... Bon, j'aurais préféré Joséphine, mais bon, ça me regarde. Après, dans l'intimité, vous savez comment c'est. Moi, mon truc, c'est les robes de mariée. Enfin, voilà, bon, chacun son truc. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de honte à le dire. Les personnages principaux, les acteurs, je trouve, toujours sur cette question de la référence aux années 80, il y a un double discours dans le film. D'un côté, on a Gal Gadot et Chris Pine qui reprennent leurs personnages typiquement sortis de la Première Guerre mondiale, donc qui permettent aux spectateurs de se retrouver dans l'histoire sans être perdus, sans être à distance. Et ils n'ont pas, à part par quelques ressorts comiques, une présence réelle dans les années 80. C'est-à-dire que on voit à un moment donné une séquence qui est encore une fois un hommage au film des années 80, séquence où on voit Steve Trevor essayer plusieurs habits et le personnage de Wonder Woman, Diana Prince, qui lui dit non, mais ça, mais si, tout est extrêmement de mauvais goût, tout est devenu ridicule, tout a perdu complètement en qualité de notre point de vue 26 ans plus tard, mais je trouve que 36 ans pardon, excusez-moi, plus tard, oui, j'ai besoin de me rajeunir aujourd'hui. Et du coup, bon, voilà, c'est la
la scène joue complètement sur ce comique-là. On a le coup du sac banane qui revient ensuite, ou le Steve Trevor qui garde son sac banane, puisque c'était très à la mode, hein, le sac banane fluo au milieu des années 80. Décidément, on avait des goûts de chiottes, il n'y a rien à faire. Non, je déconne, mais je veux dire, vous avez compris l'idée. On avait ces deux acteurs-là, à part pour vraiment jouer sur des ressorts comiques et des décalages inversés, puisque dans le premier film, c'est Diana Prince qui ne connaissait rien au monde des hommes, et là, c'est Steve Trevor qui revient après 40 ans et qui doit tout découvrir, et donc il y a une sorte de miroir inversé. C'est intéressant, mais c'est loin d'être aussi drôle et aussi efficace que dans le premier film. Déjà, je peux le dire clairement, c'est pas dû au jeu des acteurs, mais je pense que les acteurs font ce qu'ils peuvent. Mais je trouve ce ressort-là beaucoup moins intéressant globalement, notamment parce que ça tombe un peu plus à plat. On a à un moment donné Steve Trevor qui tombe sur des bâtiments, ils disent oui c'est ça, c'est de l'art contemporain, machin. Il dit ah oui d'accord, il regarde un peu, puis après à un moment donné il s'arrête à côté d'une poubelle, elle dit non mais ça c'est une poubelle, il fait ah oui bien sûr c'est une poubelle. Enfin voilà, je pense qu'il y a eu des vannes comme ça qui ont été improvisées, mais bon voilà, c'est pas... Il n'y a pas de quoi se taper sur les cuisses. Là où dans le premier film, il y avait un côté beaucoup... Je trouve que ça fonctionnait beaucoup mieux quand le personnage de Diana Prince était réellement touché par un enfant dans la rue, parce qu'elle n'en avait jamais vu, qu'elle trouvait ça formidable d'avoir une glace, qu'elle disait c'est délicieux, vous devriez être tellement fiers. Elle dit ça au vendeur de glace, et c'est drôle, c'est pas à se taper sur les cuisses, mais ça fonctionne. Là, je trouve que c'est beaucoup plus poussif. Je me souviens pas d'avoir spécialement souri ou ri face à l'ignorance de Steve Trevor, et le film malheureusement dans cette phase-là prend beaucoup de temps, mais je reviendrai sur la question du scénario qui va être le cœur un petit peu de ma critique. Mais tout ça pour vous dire que les deux acteurs sont typiquement catapultés des années 40 aux années 80, et il y a juste cet effet d'inversement de miroir qui est pour le coup pas forcément très intéressant, parce que je pense que autant c'était intéressant de voir comment Wonder Woman allait gérer le fait de découvrir le monde des hommes, et que il y avait un double discours dans les années 40 et dans le premier film, autant dans celui-là, le retour de Steve Trevor, en fait ça change pas son regard sur les choses. Steve Trevor n'a pas réellement un trajet dans ce film-là. Il arrive pour être plus un élément qui va décider Wonder Woman à faire ce qu'elle doit faire. Et c'est pour le coup, je trouve, beaucoup moins intéressant que dans le premier film, où il avait réellement un trajet. Même si leur histoire d'amour est toujours très jolie, et je pense qu'elle a une vraie présence, je pense qu'elle n'avait pas besoin de s'allonger autant pour être aussi présente. La preuve, c'est que une fois que Wonder Woman est fini et qu'on regarde de nouveau Justice League ou d'autres films comme ça, on pouvait réellement comprendre et se sentir proche du personnage de Diana Prince sans avoir besoin de le réévoquer, ou de le voir, ou d'être constamment dans une sorte de redite, ou vous savez, de mettre des flashbacks, ça marchait. Ce qui prouve bien que cette relation avait fini par être relativement efficace dans le premier film. Et du coup, c'est déjà une des premières limites du film. L'idée du miroir inversé est marrante et didactique par rapport au premier film, mais quand c'est pas efficace et que c'est évident, il aurait mieux valu le modérer. Ça, c'est une des vraies longueurs du film, mais je reviendrai là-dessus après. Parce qu'en contraste, je vais finir là juste sur le casting, on a Kristen Wiig et Pedro Pascal qui, eux, font vraiment des gens des années 80. Kristen Wiig qui est vraiment le cliché de la nerd des films des années 80 complètement, qui va, par un ressort magique, réussir à devenir la femme sûre d'elle, puissante, intelligente, attractive, charismatique, qu'elle a toujours rêvé d'être, en fait. Et elle le fait très très bien, on y croit, il y a tous les clichés des films des années 80, et je trouve que pour le coup ça fonctionne encore aujourd'hui. Le fait que voilà, elle soit mal habillée, que tout le monde l'envoie bouler de manière un peu grossière, un peu lourde, ça fait très années 80, et je trouve que pour moi ça ressemble à des rapports sociaux des années 80, probablement vu sous le prisme hollywoodien, avec le style visuel très chatoyant, la photographie comme ça qui est beaucoup plus lisse, beaucoup plus... j'ai envie de dire tube cathodique, hein, vraiment, qui adoucit les choses, qui adoucit les images, qui transforme les gens plus en poupées que la HD au jour d'aujourd'hui. Mais grosso modo, je trouve que ça fonctionne bien sur son personnage, parce qu'elle est vraiment une nerd qui souffre de cette situation, qui arrive à transformer ça. Et ensuite, le film va sur une piste dramatique, là où, dans les années 80, c'était plutôt une piste de comédie qui était vendue là-dessus. Alors, il y a des passages de comédie aussi avec elle, à proprement parler, mais je trouve pas que ce soit les plus intéressants. Je trouve que les passages les plus efficace, pas forcément drôle, mais efficace avec elle, c'est les moments effectivement où au début elle est comme ça dans ce rôle un peu, tout le monde l'évite, on l'envoie bouler, et je trouve que sa transformation du coup fonctionne assez bien. Elle passe vraiment d'une geek relativement quelconque à une femme avec plein de charisme et
comment dire, de charme et d'assurance. Comme on voit le fait, et je trouve que ça c'est aussi une bonne chose bien écrite, le fait de prendre confiance en elle lui donne tout de suite un autre charme, une autre présence réellement à l'image. Et ça c'est du beau taf, je trouve que Patty Jenkins a bien réussi le coup. Et en face d'elle, on a donc Pedro Pascal qui joue Maxwell Lord, le cliché de l'entrepreneur immigré arrivé aux États-Unis qui doit s'en sortir par lui-même et qui porte une sorte d'énorme culpabilité vis-à-vis de son fils. Et il y a tout un discours autour de ça. Et Pedro Pascal est très bon, je trouve qu'il est vraiment très bon dans le rôle, avec ce désir déraisonnable de réussir à tout prix. Parce que voilà, il a une vie, quand il était gamin, il était battu par son père. Enfin voilà, il y a vraiment un discours derrière qui est vraiment dramatique, qui est quelqu'un qui a beaucoup souffert du manque d'amour de ses parents et notamment de son père, qui veut le donner à son fils, mais qui crame sa relation quelque part avec son fils parce que il est obnubilé par le fait de réussir et par le fait de cicatriser une blessure d'enfance. Mais surtout, il fonctionne bien en tant que cliché des années 80 parce qu'on le voit au début du film faire des pubs comme ça, ces fameuses pubs des années 80 aux États-Unis qui marchaient très très bien avec les mecs qui vendaient quelque chose, avec leur charisme, avec leur gouaille. Et Pedro Pascal le fait très bien avec une coupe à l'arrêt absolument improbable, un bronzage aux UV et tout, je trouve que ça marche très bien. Et voilà, et donc on a ce double casting qui va se tirer la bourre pendant le film, qui va être un peu en opposition, mais au final, comme le scénario du film a un équilibre assez étrange, qui le singularise, qui fait vraiment de Wonder Woman 84 un ovni, je tiens à le souligner, je reviendrai là-dessus dans la partie scénario, mais qui en même temps le rend assez bizarre, goofy par moments. On n'est pas du tout sûr, et c'est un peu la limite du film aussi, autant la relation entre Diana Prince et Trevor a du poids par rapport au film précédent, mais elle reste un peu cotonneuse, comme je le disais, parce que Steve Trevor ne change pas fondamentalement. Il n'a pas réellement de trajet dans ce film-là. C'est lui qui le dit, hein, donc je reviendrai là-dessus dans la partie scénar. Et en face, on a deux personnages au destin dramatique qui vont s'unir. Pas vraiment. Là où on aurait eu, je pense, besoin qu'ils aient, je sais pas si c'est forcément de l'amour, mais un intérêt commun beaucoup plus direct, le film décide de les traiter chacun sur des chemins très différents, en parallèle, et de les unir à des moments stratégiques, ce qui fait que le film devient plus long, pas forcément plus dense, parce que je trouve que ça, même si c'est original, ça devient par moments assez longuet pour pas grand-chose, et du coup, on ressent encore plus le décalage de jeu et d'intention d'écriture entre ces deux couples. Je parle pas de Wonder Woman en soi, parce que je trouve que son trajet dans le film est clair et que clairement, si je dois... Là, j'ai exagéré légèrement, mais l'équilibre global du film, c'est Diana Prince et les autres personnages. Le personnage principal étant clairement Wonder Woman. La scène d'introduction qui se passe de nouveau sur l'île de Themyscira et qui montre une partie de son enfance est clairement la manière de dire, voilà, certes, ça se passe dans les années 80, blablabla, mais c'est le Wonder Woman et le personnage principal. Donc, ok. Mais dans le déroulement du film, dans son rythme et dans les personnages principaux auxquels elle va se confronter, il y a cette scission. Et je pense que c'est un des premiers problèmes du film, c'est de ne pas avoir su à un moment donné dans la conception scénaristique se dire, est-ce qu'on est bien sûr que Steve Trevor vit quelque chose de déterminant dans le film et qu'il n'est pas seulement un outil, là où dans le premier film, il vivait quelque chose de déterminant tout en étant effectivement quelqu'un qui a vraiment marqué Diana Prince dans sa vie. Et à partir de ce déséquilibre-là, tout le film devient du coup chaotant et perd en rythme. Mais ça va s'ajouter aussi au problème des scènes d'action. Parce que oui, un des trucs que j'ai dit dans ma critique sur Wonder Woman et que je soutiens toujours aujourd'hui, c'est que j'avais trouvé les scènes d'action avec Wonder Woman particulièrement péchues dans Wonder Woman 1. J'avais vraiment pris mon pied à l'avoir tabassé du nazi. Alors certes, il y avait toujours cette question de fond qui fait qu'elle décidait de tabasser la gueule des nazis, mais pas des autres, hein, ce qui était bon. Voilà, un petit peu limite quand même, parce que les buter des nazis, oui, mais pas des alliés, pourquoi ? Il n'y avait pas vraiment de raison. Hein, il y avait quand même un parti pris assez bizarre là. Oui, il y avait aussi des trous scénaristiques dans Wonder Woman 1, que les choses soient claires. Mais ces scènes avaient un punch, un impact, une capacité à vraiment donner de l'intensité de l'intensité dramatique au rôle de Diana Prince, qui était vraiment, pour le coup, très efficace, tout simplement, et ça venait essentiellement des effets de mise en scène de Snyder. Un choix de ralenti extrêmement fort sur des moments clés,
On la voyait notamment à un moment donné éclater un fusil, un fusil derrière son dos avec ses deux bras vers l'avant. Le plan était très très beau, ça donnait énormément de puissance au personnage. Alors que voilà, elle est féminine, gracile, elle n'a pas de muscles, c'est pas le style de Wonder Woman, c'est pas ça. Et ça lui donnait une force incroyable. On la voyait donner à un moment donné un coup de genou à un mec, elle le faire traverser une fenêtre, elle traverse la fenêtre avec lui. Au ralenti, que d'iconicisation et que de puissance dans l'image. Et tous ces choix-là sont malheureusement absents de Wonder Woman 84. C'est-à-dire que très vite, les scènes de baston choisissent de faire années 80. Et ça, pour moi, c'est toujours ce dosage-là. Quand on rend hommage à une période, il faut toujours faire très 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 attention à ce qu'on choisit de défaire. Et la sensation que ça me fait, puisqu'on a eu le même problème dans Captain America, que c'est déjà la deuxième fois que je me confronte à ça de manière assez frontale, rendre hommage à un type de narration et d'image d'une époque passée, pourquoi pas, on peut proposer ce genre de voyage au spectateur, même si c'est toujours dangereux, hein. Le spectateur peut dire aussi « Oh, la nostalgie c'est super », comme dans Stranger Things, et accepter complètement ce changement de rythme, ou au contraire, comme dans le cas de Captain America, être un des films les plus mal aimés du grand public, parce que voilà, c'est un film de guerre d'époque, que quand Captain America se bat à coups de poing, il fait des pirouettes et des sauts, et c'est pas très réaliste, on dirait pas un soldat, on dirait un acrobate, et que ça a tendance à dégonfler beaucoup le dramatisme, même ça rend un petit peu ridicule maintenant, avec, désolé, 40 ans quand Captain America est sorti, ça faisait 50 ans qu'on faisait plus des films comme ça, avec ce type de scène d'action. Entre-temps, il y a eu la révolution du cinéma hongkongais à Hollywood avec Matrix et tout. Bref, on est passé à autre chose. Zack Snyder étant un qui a encore accéléré dans les années 2010, avec notamment 300, mais aussi avec Watchmen, une clairement fusion du style hongkongais, on va dire chorégraphique, avec un style beaucoup plus occidental et beaucoup plus nerveux de mise en scène à l'épaule, avec un choix sur les chorégraphies de Gongpa plus vraisemblables et plus violentes, notamment avec une variation extrêmement maîtrisée des angles et de l'intensité donnée aux chorégraphies, avec un énorme travail, un très long temps donné aux acteurs et aux cascadeurs pour que les chorégraphies soient nickel au tournage. Bref, je vous renvoie à la chorégraphie excellente dans Batman vs Superman, de Batman qui attaque le repère ou la mère de Superman est maintenue prisonnière. Et oui, spoiler, non mais ça fait un moment qu'il est sorti, ça va, je pense pas que je vous choque. Mais ça donne des chorégraphies réellement qui ont un autre punch. Et là, dans Wonder Woman 84, ils font donc ce choix, qui était le même choix fait à l'époque dans Captain America, mais qui, à mon avis, est une erreur, de faire des chorégraphies de baston qui ressemblent aux années 80, avec un côté très virevoltant, un côté pirouette, un côté film chewing-gum, qui donne des trucs spectaculaires. Donc on va notamment Wonder Woman faire un balayage, le gars vole dans les airs, elle se lève, elle l'attrape par la jambe. C'est joli, c'est mignon, mais ça n'a plus du tout la même intensité, ni le même impact que dans le premier film. Ce qui fait que on n'est pas dans un contexte de guerre, donc il y a clairement chez Patty Jenkins un désir de ne pas re-rentrer dans ces codes-là. Mais malheureusement, il y a plus tard dans le scénario, d'abord moi j'ai pris le film comme ça, je me dis ah d'accord, donc dans ce film-là en fait on n'aura pas réellement de scène de baston nerveuse, on va aller vers, c'est comme ça que je l'ai ressenti dès le début du film, je dis bon ok on va aller plutôt vers la pirouette, vers un style vraiment années 80, mais ça peut donner des films très sympas, hein, je suis pas en train de dire que c'est forcément un problème, mais ça veut dire qu'il faut beaucoup le mesurer, parce que le film des années 2020, le spectateur des années 2020, il a vu ces scènes de baston de Zack Snyder, il a vu ce côté vénère passer par là, et il connaît l'intensité que ça peut avoir, il a ressenti cet impact-là. Donc lui, il a l'œil qui est travaillé, ce spectateur-là, il a l'œil qui est travaillé pour un type de scène d'action beaucoup plus nerveuse, beaucoup plus beaucoup plus sèche, beaucoup plus violente aussi. Le grand public aussi s'est adapté à beaucoup plus de violence audiovisuelle aussi. Donc il va sentir ce côté, pirouetté, virevolté. Tout ça pour dire, malheureusement, dès la première scène d'action, on a ça, et au final, le film va être constamment entre deux chaises. Entre le désir ensuite, plus tard dans le film, au moment où l'histoire se réemballe, avec une scène notamment de poursuite entre des camions, des tanks, et puis Wonder Woman, qui est sur le papier une super idée, et qui a des petits moments par-ci par-là très très sympas, mais le film va beaucoup se noyer dans un tel désir de faire hommage aux années 80 et peut-être même à Wonder Woman de 1980, notamment avec la présence au casting de la Wonder Woman de la série télé. Oh, voilà, maintenant j'ai plus le nom de l'actrice en tête. Bon, en tout cas,
qui est présente dans le film, enfin, qui a un hommage dans le film. Mais tout ça pour dire, on va avoir Wonder Woman qui va beaucoup utiliser son lasso, beaucoup faire beaucoup faire virevolter les personnages, se faire virevolter elle-même. Il y a toute une métaphore autour du vol sur lequel je reparlerai après. Et on va avoir, à mon sens, oui, c'est Linda Carter, excusez-moi, la Wonder Woman de 80, c'est Linda Carter. Et donc on va avoir une sorte de présence comme ça, cotonneuse d'une Wonder Woman qui n'est plus au niveau du sol, telle qu'elle était dans le premier film, dans les tranchées littéralement de la guerre, mais qui va survoler l'action. En tout cas, c'est le désir de toute une partie du film. Et c'est contradictoire parce que le personnage, je vous passe les détails du pourquoi du comment, a des difficultés et est confronté à des limites, à ses limites, à moins de force par moment. Je vous laisse découvrir comment, je veux pas spoiler. Et ça marche pas. C'est-à-dire que ça donne des scènes d'action longuettes, parce qu'il y a ce code des années 80 qui est très présent. Avec très peu d'éléments réellement spectaculaires dedans, parce que je trouve que en termes de mise en scène, c'est un poil. Ça compte trop en fait sur le côté « Oh, qu'est-ce qu'elle est impressionnante et spectaculaire !» C'est pas ça qu'on doit ressentir devant une scène d'action d'un film de super-héros. Zack Snyder l'a montré. C'est réellement être impressionné par ce qu'il se passe. On est impressionné par la morale, l'éthique du personnage si le film est bien écrit. Mais au final, dans la scène d'action, ce qu'on va voir, c'est de l'action qui nous fait « Oh, je m'y attendais pas à ça, je suis surpris !» Ça, c'est un truc, par exemple, que j'ai beau le détester, Michael Bay a bien compris. Si tu veux que ton film fonctionne, il faut que tu aies au moins, dans tes scènes d'action, sur 5 grandes scènes d'action, il te faut au moins 2, 3 sur les 5 qui proposent quelque chose de réellement original, quitte à ce que ce soit what the fuck. La preuve, c'est les Fast and Furious qui arrivent à faire, qui ne se renouvellent que comme ça. Donc tout ça pour dire... Parce que scénaristiquement, c'est... Non, bah excusez-moi, je sais c'est triste, mais les Fast and Furious au niveau scénaristique, non. Non, mais essayez pas de parler, tais-toi définitivement, et va réétudier les scénarios de ces films-là, c'est pas possible. Je suis d'accord, les scènes d'action sont folles, et what the fuck, et c'est assumé, mais ne venez pas me parler du scénario dans les Fast and Furious, parce que non. C'est gentil, n'est-ce pas, madame? C'est gentil ce que je vous dis. Et je vais être clair, et je vais pas continuer à tirer la corde, vous avez compris l'idée, cette utilisation du lasso d'Estia, beaucoup plus forte, n'est pas toujours très intéressante, voire même pousse le bouchon un poil trop loin sur le fantastique, rendant par moments le personnage assez ridicule. Mais en même temps, j'ai envie de dire que Patty Jenkins l'assume jusqu'au bout, puisque le personnage à la fin, on l'a vu sur plusieurs communications, donc je spoil rien, porte une armure en or avec des ailes, qui est clairement le symbole d'une sorte d'élévation du personnage au-dessus de la morale humaine, puisqu'elle arrive à faire la première un choix extrêmement fort. Je vais faire une partie spoiler là-dessus pour qu'en parler, parce que c'est intéressant et problématique à la fois. Donc symboliquement, elle était prête à aller jusque dans les codes de célébration des films des années 80. Donc l'or, les ailes, le vol, tout ça qui était vraiment des fantasmes du cinéma des années 80 très fortement, et qui vont donc être symboliquement très forts dans l'histoire. Mais on est simplement 36 ans plus tard. C'est tout. Et du coup, ça a tendance à alourdir énormément le film. Là où ça aurait pu marcher en étant, comment dire, beaucoup plus modéré et beaucoup plus rythmé, et je pense vraiment que, au-delà des codes esthétiques auxquels je m'attaque lâchement, j'aurais demandé, moi, une plus grande efficacité dans le montage et dans le découpage de l'action, globalement. Parce que le film devient réellement assez indigeste, dans le sens où c'est assez indigeste, et ça se double de choix d'action qui sont globalement constamment tournés autour du lasso d'Estia, et qui sont loin d'être franchement très intéressants. Il y a un moment donné où le personnage, elle attrape un missile qui part au décollage avec son lasso pour le faire retomber un peu plus près d'elle. Sur le papier c'est mignon, dans les faits c'est assez ridicule. Et c'est constamment comme ça dans le film. Il y a vraiment constamment une sorte de truc assez bizarre où le film se débat avec son esthétique des années 80, mais n'arrive pas à légèrement la moderniser au bon endroit. Ce qui fait qu'on a un film des années 80, qui aurait pu dans les années 80, mais qui arrive 26 ans trop tard. Et oui, parce que là, il faut qu'on s'attaque quand même à un truc qui va faire mal, le scénar. Parce que, comme je vous ai expliqué le pitch avant, on a globalement un scénario qui tourne autour du fait que Diana Prince retrouve Steve Trevor,
par l'intermédiaire d'une recette qui est celle du body switching, vous vous en doutez, la fameuse pierre qui exauce les vœux arrive à les exaucer, et donc elle arrive à faire revenir Steve Trevor. Et là, il y a déjà un choix que je vais spoiler. Je vais spoiler probablement la conclusion du film après, donc je ferai une partie spoiler définie et je vous le dirai. Mais juste pour spoiler cette petite chose-là, le personnage de Steve Trevor ne revient pas en soi. Il revient dans le corps de quelqu'un d'autre. Donc déjà, il y a un truc là qui est vraiment pour moi un trou scénaristique béant. Le fait est que si la pierre réalise tes rêves et qu'elle le réalise de manière aussi imparfaite, elle le fait revenir dans le corps de quelqu'un qui est toujours vivant, j'ai du mal à comprendre comment cette même pierre, avec le même pouvoir qu'elle a, elle peut créer des murs, grosso modo exaucer les souhaits de tout le monde. Parce qu'il y a énormément de gens qui ont dû dire mon souhait c'est de faire revenir mon mari, ma soeur, mon cousin, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a là déjà un beans que j'ai du mal à comprendre. Et même si je comprends la référence aux années 80 et au body switching dont Patty Jenkins parle, il ne s'agit pas d'histoire de body switching. C'est juste pas le cas. C'est-à-dire que c'est le body switching, mais peut-être que je m'exprime pas assez clairement, c'est toute une vague de films des années 80 qui mettaient par exemple un enfant dans le corps d'un adulte. Par exemple, l'un des plus célèbres de body switching, c'était Big, avec Tom Hanks, qui est genre un enfant de je sais plus, je crois 14 ans, je sais plus quel âge il avait, qui se retrouvait dans le corps d'un adulte. Et il y a une scène hallucinante où dans le corps de l'adulte, il couche avec une femme adulte. Donc techniquement, elle fait de la pédophilie sans le savoir. Bref, je ferme la parenthèse, mais c'est un truc sur lequel je suis retombé dernièrement qui m'a bien fait rigoler, mais c'est une réalité. Donc tout ça pour dire, le body switching, c'était ça. C'était quelqu'un qui se retrouvait à se retrouver dans un corps plus âgé que le sien, ou pas, dans un corps qui n'était pas le sien. Des échanges de corps aussi. J'ai oublié le nom du film avec Judd Reynolds, où il échange de corps avec son fils, qui était pas mal, qui était un film tout à fait sympathique des années 80. Et qui jouait en plus sur la même formule du I wish, qui est le cas de cette fameuse pierre. Il faut souhaiter quelque chose, donc on dit I wish. Et dans Wonder Woman 84, encore une fois, c'est une référence, mais c'est pas une histoire de body switching. Elle fait un souhait, elle dit je veux qu'il revienne. Alors c'est lui qui devrait revenir. Alors est-ce qu'il aurait dû revenir en zombie ? Est-ce qu'il aurait dû revenir par la magie de la magie tout court ? Et est-ce que la film avait finalement besoin de passer par du body switching? Honnêtement, non. À part pour être une référence au cinéma des années 80, je ne vois pas l'intérêt du body switching. Le film se défend, en plus le film a vraiment besoin de t'expliquer que alors il y a un effet de film qui est assez subtil. On a un panoramique derrière elle, on voit un mec qui arrive et qui commence à parler à Diana en disant oui c'est moi machin blabla, et elle comprend pas qui c'est, et quand elle comprend qui c'est, elle voit que c'est Steve, et donc la caméra passe derrière elle et on passe de l'acteur du mec dans lequel Steve Trevor va s'incarner à Steve Trevor, donc Chris Pine, devant elle, et elle dit de toute façon je ne vois que toi, je vois pas l'autre, je vois que toi. D'accord. Et c'est joué avec pas mal de comédie. À un moment donné où Steve Trevor se regarde dans le miroir et dit ah ouais effectivement il est pas mal, il se trouve plutôt joli, blablabla. Mais Wonder Woman continuera de voir constamment donc Chris Pine, Steve Trevor. Je ne comprends pas cette nécessité-là. Si vous avez une idée du pourquoi ils ont eu besoin de mettre ça dans le scénario, je suis curieux. Moi, tu le fais revenir, il réapparaît. Et comme en plus à la fin du film, il disparaît littéralement, à part faire référence aux années 80, je ne vois pas l'intérêt. Et faire référence aux années 80 à ce moment-là du film, pour moi, c'est compliquer la narration pour rien. Hein. Mais vraiment, alors, je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez. Hein. Si vous pensez qu'au contraire, ça a un sens fort par rapport à ce qu'il est raconté, je suis très curieux de le savoir. Mais moi, comme c'est un souhait que fait Diana et que la question du souhait va être au cœur de la narration, je vois pas pourquoi ça aurait pas pu être un souhait magique tout simple qui nous aurait fait avancer le film beaucoup plus rapidement et qui nous aurait évité tout un bins à expliquer ça, ou des effets de caméra qui, à mon avis, sont inutiles sur le fond de l'histoire. Donc voilà, on a déjà ce point de départ du film qui prend beaucoup de temps, je pense. Là où, par contre, je ne suis pas d'accord avec beaucoup de gens dont j'ai entendu parler. Oui, je sais, mais moi je m'énerve, au bout d'un moment je sors les flingues. Vous êtes tous là à me dire oui, non, mais Wonder Woman 84, on se fait chier, machin truc. Bande de pipelettes inconséquentes. Pour une fois qu'on a un film blockbuster de super-héros qui dit je prends le temps d'ancrer mon personnage et je vais le faire, et je vais lui donner de l'importance, et l'histoire qu'elle a vécue dans le premier film va être très importante et va continuer à être irriguée ce deuxième film, et ça va pas être du genre c'est réglé en 5 minutes ou c'est traité comme un sous-texte de loin. Non, je m'y traite frontalement, je veux que le personnage traverse le truc jusqu'au bout. Vous vous plaignez que ça dure trop longtemps. Les gars, faut savoir ce que vous voulez. Hein.
Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Parce que ouais, le fait de laisser du temps à Steve et Diana, c'est logique après le premier film. Enfin, ils se retrouvent. Elle a cru qu'elle serait séparée de lui pour toujours. Donc le fait qu'ils en profitent, le fait qu'ils se retrouvent, le fait que le film s'apesantisse là-dessus, c'est aussi une manière de dire, de marquer tout le poids des décisions que Diana va devoir prendre ensuite, tout ce qu'ils vont devoir traverser après, et surtout, le poids, il faut bien comprendre que pour que ça fonctionne, pour qu'on puisse croire au personnage de Diana, ça fait 40 ans qu'elle vit pas, grosso modo. Ça fait 40 ans qu'elle attend, plus que ça, que généralement c'est la Première Guerre mondiale, ça fait 70 ans qu'elle attend, enfin pardon, un peu moins, 68 ans, qu'elle attend, qu'elle dit que c'est possible que sa vie amoureuse est terminée. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, grosso modo, est dans une solitude extrême depuis des années et qui combat cette solitude en étant Wonder Woman. Mais sinon, le reste du temps, elle se fait une vie où elle est pas heureuse. Et le film ne laisse aucun doute là-dessus, avec un des plans les plus lourdingues de l'histoire du cinéma. Oui, parce que là, il faut être clair aussi. Référence aux années 80, d'accord. Côté kitsch des années 80 assumé, d'accord. Côté musical et visuel des années 80, d'accord. Mais le côté lourdingue de la mise en scène... Je vais donner un exemple. On a un plan au début du film où, grosso modo, on voit un mec traverser une route avec une rose. Il va devant un restaurant où il retrouve une copine à qui il donne la rose. Au restaurant, aux tables, il n'y a que des couples et des gens qui sont sortis. Je sais pas, c'est la Saint-Valentin, je sais plus, hein, franchement. Et t'as Diana toute seule à une chaise à la même terrasse de restaurant. Donc on a compris qu'elle était seule, quoi. Stop, quoi. Je trouve franchement, le film a tendance à se moquer de lui-même à des endroits où le film se moque de lui-même, où Patty Jenkins a perdu tout sens de la mesure. Parce que j'ai trouvé vraiment que c'était lourd, mais lourd. Et c'est un peu le problème du traitement de ce film. Il y a par moments, tout est surligné, pour rien, encore une fois, le coup du body switching, pourquoi nous en parler. Et de l'autre, des effets de mise en scène qui ont dû demander un travail de fou pour finalement surligner des choses qui étaient évidentes et qui auraient pu être beaucoup plus fines. Le fait qu'elle ait la photo de Steve chez elle, c'est réglé, hein, on a compris. On a besoin de la voir à la terrasse d'un café avec 26 couples autour d'elle et elle toute seule. Enfin voilà, il y a vraiment dans la narration un surlignage de l'absence de Steve qui n'était, à mon sens, pas nécessaire. Le film n'était pas... Enfin, Wonder Woman 1, il n'est pas sorti à 15 ans. Hein. Il est sorti il y a 3 ans. Enfin, je veux dire, je suis vraiment surpris que Patty Jenkins n'ait pas senti ou qu'elle ait eu envie de surligner ça à la manière des années 80. Peut-être parce qu'elle a pensé que ça équilibrerait mieux le film et que du coup, comment dire, ce côté over the top des années 80 allait mieux passer en l'assumant de A à Z. Mais pour moi, encore une fois, c'est quelque chose qui se mesure. Je pense pas qu'on fasse de la bonne référence en la surlignant. Je parlais de Stranger Things avant, la série. Ils utilisent tous les codes des années 80, mais quand il s'agit de mettre en scène de l'horreur ou de la panique, notamment dans la première saison, on passe sur des choses beaucoup plus glauques et beaucoup plus discutables. Stranger Things, sur lequel il faudrait que je fasse un podcast pour expliquer que dans les saisons 2 et 3, plus on avance, plus ça se modère. Et plus on recommence à tomber dans de la référence des années 80, pas forcément toujours juste. Les frères Hughes s'étant un petit peu perdus en chemin, justement, sur ce point-là. Mais dans la première saison, ils prouvent bien qu'on n'a pas besoin de faire référence partout, tout le temps, pour que ça fonctionne. Au contraire, on modernise, on assume que ça a lieu aujourd'hui. Et je trouve que c'est un des points faibles de la mise en scène de Wonder Woman 84. Et donc, si on continue à parler du scénario, et je veux quand même aller jusque-là avant de vous en parler après dans la partie spoiler, on a, à mon sens, un vrai déséquilibre parce que de l'autre côté, l'histoire notamment les histoires de personnages de Kristen Wiig, donc du personnage de Cheetah, et de Maxwell Lord, de Pedro Pascal, sont vraiment très dramatiques, utilisent des outils des années 80, mais en même temps sont très glauques. On a notamment la scène où Kristen Wiig se fait quasiment agresser sexuellement, qui est très modérée, hein, j'en rajoute, mais qui renvoie vraiment à un contexte très difficile pour les femmes dans les années 80, encore plus qu'aujourd'hui, c'est vous dire. Et Pedro Pascal, toute la violence à laquelle il est confronté dans son échec, et dans tout le passé qu'il a, qui est un passé réellement très très noir, hein, avec un père, donc, comme je disais, agressif et violent, et ben... ça envoie du pâté, enfin ça fonctionne ça. Du coup, on a encore plus de problèmes à adhérer à l'histoire entre Steve et Diana. Et c'est d'autant plus dommage que la conclusion du film, et que je pense sincèrement que la partie conclusive du film est très intéressante dans ses choix scénaristiques, dans ses choix de mise en scène,
J'y reviendrai pas parce que c'est le même problème que pendant tout le reste du film. On choisit de beaucoup jouer les scènes d'action sur le lasso, et je trouve que du coup ça enlève beaucoup d'impact à la mise en scène. Surtout qu'en parallèle, peu de plans fonctionnent. Allez, cadeau pour vous, podcasteurs, je vais vous dire, le seul plan d'action que j'ai trouvé réellement efficace dans le film et que j'ai trouvé qui amenait quelque chose, se passe dans la dernière baston. On a donc Wonder Woman contre Cheetah. Et Wonder Woman a mis donc cette fameuse armure, une armure aux ailes d'or, où elle a expliqué avant que c'est une armure qui a utilisé la dernière représentant des Amazones pour permettre aux Amazones de fuir. Elle est allée avec son armure au milieu des gens, d'une armée qui voulait les exterminer, et grâce à cette armure-là, elle a réussi à les contenir, à les retenir, parce que cette armure était super solide et tout. Donc on comprend qu'elle utilisait cette armure-là pour pouvoir résister à Cheetah, qui est devenue très très forte, et ainsi de suite. Et on a ce plan subjectif où elle est cachée derrière ses ailes, et elle subit les coups de Cheetah, qui arrive tout doucement à arracher de plus en plus les plumes d'or et tout ça de son armure. Et je trouve que c'est une très très belle séquence. Je trouve vraiment que... Pas une séquence, mais ce plan-là est vraiment très beau. Il y a vraiment de la puissance chez Cheetah. Il y a vraiment un côté sauvage, un côté flippant même chez le personnage qui fonctionne bien. Et on comprend toute la difficulté de Wonder Woman confrontée à ce personnage-là. Bref, c'est un très beau plan. Mais je suis triste de le dire, c'est un des rares plans qui fonctionne et qui a réellement de l'impact de la plupart des scènes d'action de tout le film, qui enchaîne donc le choix de donner beaucoup d'importance au lasso d'Estia, au fait de quitter grosso modo le langage visuel, j'ai envie de dire snyderien, des scènes d'action de Zack Snyder, pour aller vers un hommage aux années 80 qui à mon avis a surtout alourdi les choses. Et ça me permet d'aborder une toute petite parenthèse, alors c'est une petite intuition personnelle, vous savez quand j'ai une intuition personnelle, vous savez ce qu'il faut faire, vous sniffez une petite ligne de coke et vous écoutez la suite. Oui, sur le fait que la mise en scène se soit alourdie au niveau des scènes d'action, il se trouve que Zack Snyder, au moment où Wonder Woman 84 a été tourné et coproduit et tout, il est à la production du film, mais si j'ai bien compris, il était franchement moins présent, notamment je vous ai expliqué qu'il avait eu un drame familial et que c'est pour ça qu'il avait quitté Justice League, et que quelque part on voulait un peu le virer du côté de Warner Bros, mais comme entre-temps, le DC Universe n'a pas réussi à trouver son film phare, ils l'ont fait revenir, mine de rien. Lui, il est revenu en force avec HBO derrière lui, avec le projet Justice League, le Snyder Cut sur HBO Max et tout ça. Donc il est plutôt doué en termes de production, je pense qu'il leur a imposé le truc, je crois pas qu'ils avaient prévu de faire ça en amont. Mais aussi, il n'était pas présent, du coup, je pense, pendant la pré-production, notamment de Wonder Woman 84, et probablement de The Suicide Squad aussi. Donc, on ressent moins sa patte sur le film, et notamment dans les scènes d'action. Là où, je suis désolé, mais quand je revois les scènes d'action de Wonder Woman, no offense à Patty Jenkins, mais quand je vois Wonder Woman 84 et que je vois Wonder Woman, dans Wonder Woman, maintenant je peux l'affirmer, c'est des scènes d'action qui ont été découpées et pensées par Zack Snyder, ou dans le style de Zack Snyder au pire des cas. Et à mon avis, ça a été clairement découpé par lui, puisqu'il était là sur le tournage, blablabla. Là où dans Wonder Woman 84, je trouve que c'est... je sais pas si c'est le style de Patty Jenkins, mais le côté référence aux années 80 alourdit tout, et je ne pense pas que Zack Snyder aurait laissé les scènes d'action aller dans cette direction-là aussi frontalement, sans modération. Et c'est vraiment dommage, parce que malheureusement, aujourd'hui, quand on va voir un film de super-héros, on s'attend à un certain type de scènes d'action, à une certaine intensité. J'avais critiqué assez vertement le fait que ça ne fonctionnait pas dans Captain Marvel notamment. Laissez-moi faire la même critique pour Wonder Woman 84, ça ne fonctionne pas, et du coup, le film est alourdi. Alors qu'il a déjà dans son scénario des éléments, à mon avis, mal équilibrés et des éléments inutiles. Ouais, tu me vois venir, cher poditeur. Ça sent mauvais la conclusion, là. Non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence ? Ah bon ? Il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Ah, question vite répondue cette semaine. On va faire simple avec un très beau retour d'un auditeur qui m'a très gentiment suggéré des choses positives à faire pour l'amélioration de mes vidéos. Alors je tiens à vous rassurer tout de suite, je pense que vous avez vu si vous suivez la chaîne YouTube, évidemment vous la suivez religieusement, donc je ne suis pas inquiet. Mais grosso modo, je suis arrivé avec d'autres formats vidéo depuis début décembre, c'est-à-dire les vidéos The Résumé notamment, qui sont des résumés des podcasts. Il y aura donc un The Résumé de Wonder Woman 84 dès la semaine prochaine si tout va bien. Chaque semaine, j'essaie de vous faire un The Résumé ou un podcast, ou les deux. On va essayer de faire ça cette année, de maintenir ça, et de vous envoyer des épisodes de Le Gentleman le plus régulièrement possible. Et donc tous ces nouveaux formats vidéo sont faits avec la vidéo caméra de mon Mac, donc il y a un niveau de définition assez faible, en plus je mets des effets dessus, machin, bon. Et du coup l'image est assez
moche, assez granuleuse, mais j'aimais bien l'idée de commencer bas, de voir un petit peu si vous accrochiez au principe, à la narration, avant éventuellement d'investir dans du matériel. Et vu que vous avez tous branché sur le truc, j'ai eu des retours évidemment très intelligents, puisque vous êtes, évidemment tous mes auditeurs sont d'une intelligence supérieure. Vous avez tout de suite évoqué, oui, le fait que je devrais avoir une meilleure qualité d'image, de son et ainsi de suite. Alors sachez que c'est en cours, ça va pas arriver tout de suite, j'ai déjà mis en boîte quelques épisodes de Le Gentleman avec toujours la même qualité d'image, mais la qualité d'écriture va devenir un peu plus vénère, un peu plus profonde, donc vous allez voir petit à petit, les épisodes vont être un peu plus longs, j'espère que ça va toujours vous plaire, toujours vous brancher. Pareil pour The Résumé, et c'est en cours, j'ai notamment un matériel qui va me permettre de faire de meilleures images, normalement sans trop de soucis, sans trop de difficultés de montage, j'espère. Je ne peux pas encore tout vous promettre, mais on y est. Et au niveau son, normalement, ça devrait s'améliorer aussi. En tout cas, je trouve qu'au niveau sonore, au niveau du podcast, ça a l'air de bien marcher ces derniers temps. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'était juste pour vous rassurer. Oui, j'ai tout à fait conscience que la qualité d'image est importante pour percer, pour réussir un jour à exister sur YouTube. Donc je m'y attelle. Mais je ne veux pas y aller bêtement en achetant du matériel, alors que voilà, bon, bah, pour l'instant, bah, ça décolle pas. J'ai pas des millions de vues derrière moi, et il faut aussi admettre les choses, j'ai du travail, j'ai une famille, des choses à gérer en parallèle, donc je veux bien investir dans du matériel pour vous proposer la meilleure qualité possible, et c'est mon rêve et mon objectif, mais je préfère être honnête, je ne vais pas le faire n'importe comment, je ne vais pas surinvestir à un endroit où je ne sais pas encore si ça va payer, j'espère, je préfère être honnête avec vous, hein. Je sais que je devrais dire en discours, oui, non, mais ça va marcher, c'est génial, vous inquiétez pas, vous avez des super vidéos, vous connaissez mon ton et mon point de vue, je préfère dire les choses telles qu'elles sont. J'ai des doutes, j'espère que la chaîne perce, j'espère que demain tout le monde parlera d'un mec qui parle trop comme on parle du fossoyeur de film, mais j'en suis extrêmement loin, et il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, beaucoup de qualité à obtenir, beaucoup de vidéos de qualité à produire. Je pense que j'ai fait un bond en avant cette année, l'année 2020, mais avec The Good Post, avec The Résumé, avec Le Gentleman, avec tout ce qui arrive, mais voilà, il y a encore du travail à faire, j'en ai complètement conscience. Je suis d'autant plus heureux et content des retours que vous m'avez fait sur ces différents types de vidéos. Merci beaucoup. C'était vraiment génial et hyper motivant. Et je tiens à vous rassurer, au niveau image et au niveau son, la qualité va augmenter. Soyez patients, ça vient et ça va faire très très mal. Vous vous en doutez, le YouTube Game en sueur ne s'en remettra jamais. Et donc, Wonder Woman 84. J'ai bien aimé. Ouais, je sais. Non, mais je vais faire la partie spoiler aussi, parce qu'il y a vraiment une chose que j'ai particulièrement appréciée. Mais sans spoiler, soyons clairs. Wonder Woman 84 est un film tel que vous n'en avez pas vu ces derniers temps. C'est un vrai film des années 80, malheureusement avec tous les défauts qu'ils vont avec. Le style visuel chatoyant des années 80, le côté un peu kitsch, le côté virevoltant des scènes d'action et le côté mou des scènes d'action aussi des années 80 est malheureusement présent aussi. Les clichés visuels des années 80 sont là, mais je trouve que globalement ça marche plutôt bien. Ça, c'est un truc qui fonctionne bien, on est bien dans l'univers des années 80. Et au niveau du fond, et je ne l'avais pas évoqué avant parce que je vais en parler plus dans la partie spoiler, mais au niveau du fond, le discours sur l'American Way of Life et une certaine forme de fin de l'American Way of Life est hyper intéressant. L'American Way of Life, je pense que vous connaissez, mais je vais résumer, c'était ce fameux truc de dire voilà, le rêve américain, tout est possible aux États-Unis. Une fois que tu arrives aux États-Unis, si tu mets de la sueur de ton front, tu vas y arriver. Vous savez, c'est le fameux fantasme hein, de la rue, au spotlight. Finir sur le devant de la scène, hein, être clochard aux États-Unis puis devenir président. Ce truc de la possibilité du rêve, l'âme de l'American Way of Life avec Coca-Cola derrière, la superbe suburb avec comment dire la grande maison, les enfants à côté des autres maisons avec des grandes maisons, avec les jardins, les enfants. Vous voyez les quartiers à l'américaine populaires et donc. Enfin, excusez-moi, les quartiers de propriétaires américains. Enfin voilà, tout ce fantasme très présent encore à la télévision dans les années 80 et au début des années 90, notamment dans les sitcoms et les TV shows. C'est présent dans le fond du discours de Wonder Woman 84, qui est un film quelque part qui revient là-dessus avec un regard douloureux, en disant pas que c'était une mauvaise chose, que vouloir beaucoup plus, c'est pas une mauvaise chose. Qui est bien résumé, je trouve, par le slogan du personnage de Pedro Pascal qui dit, grosso modo, Life is good. Et il attend un petit peu et après il dit But it can be better. C'est ce truc du
c'était bon de vivre aux États-Unis avec l'American Way of Life. Et ça peut être encore mieux parce que c'est l'American Way of Life, parce qu'on peut rêver, quoi. Cette force du rêve et cette force de se dire il faut absolument réaliser tous ses rêves. Et là, Wonder Woman a un discours hyper intéressant puisqu'il dit grosso modo non, c'est pas ça le plus important. C'est pas réaliser ses rêves n'est pas le point déterminant de la vie. C'est un point, c'est un objectif, c'est important, mais c'est pas le truc le plus important et ça ne doit pas le devenir. Et c'est là où le film est assez franchement bien écrit, notamment au travers du personnage de Pedro Pascal, en disant la famille, les enfants, les choses qu'on construit dans sa vie sociale autour, on en a besoin de manière fondamentale aussi. Même si c'est moins spectaculaire, même si c'est moins clinquant, même si c'est moins sexy, même si c'est moins glamour, on en a besoin. Et c'est hyper intéressant de traiter ce sujet-là, de ce point de vue-là, avec l'esthétique des années 80. Sur le fond, c'est un film que je trouve vraiment très intéressant, Wonder Woman. Je vais avoir une partie spoiler après, vous allez voir, je vais pas mal délirer là-dessus. Mais rien que pour ça, Wonder Woman 84 est mine de rien assez frondeur. Je l'ai assez dit. Captain Marvel n'avait aucun discours sur les années 90. Il n'avait rien à dire. Le personnage était rebelle parce qu'il était rebelle. Il aurait pu être rebelle dans les années 60. Il n'avait absolument aucune attache culturelle au-delà. Le côté rebelle du personnage de Captain Marvel, c'est parce qu'elle l'est, c'est tout. Il y aurait eu des trucs hyper intéressants à travailler sur la question du grunge ou d'un côté, on va dire, soldat des années 90, donc avec tout le côté révolté contre l'Amérique, et ainsi de suite. Il y aurait eu des tas de choses à faire de manière très intéressante avec le personnage de Carol Danvers qui sont complètement absents. Qui sont, pour le coup, traités réellement dans Wonder Woman 84. Si le film s'appelle Wonder Woman 84, c'est bien qu'il veut ancrer le sens, le questionnement de son fond dans les années 80 et une certaine forme de mort, on va dire grosso modo symboliquement à partir de la perestroïka, donc grosso modo 88-89, la chute du mur de Berlin. On voit aussi dépérir tout doucement le rêve américain qui devient une sorte de cliché réganien. J'en ai assez parlé dans d'autres vidéos, notamment dans ma vidéo sur mon podcast sur Rambo Last Blood, où je vous parle notamment de l'importance à l'époque d'avoir des héros de cinéma réganiens comme Rocky, Rambo et ainsi de suite. Je vous renvoie à Rocky 4 ou Rambo 2 et 3, qui sont des clichés incroyables de l'Amérique réganienne, donc d'un American Way of Life qui veut même plus cacher comme rêve dominant du monde et comme modèle numéro 1 à base d'hommes virils, dominateurs, de dictateurs, mais qui ne sont jamais montrés en tant que tels. Bref, il y a clairement dans Wonder Woman 84 ce regard doucereux sur une période qui voit finir une forme de rêve, mais le film n'est pas du tout triste, il le dit avec une grande force à la fin, c'est parce que c'était un rêve qui était... On a donné trop d'importance à ce rêve-là, donc ça a donné une belle société en termes de potentiel et d'imagerie, avec tout ce côté un peu clownesque, un peu chacun est qui il veut, et ainsi de suite, qui était très drôle dans les années 80, et qui revient un peu avec Internet aujourd'hui, mais qui a quand même pas mal mûri, mais je reviendrai dans d'autres contextes sur cette question-là, il y a d'autres films et d'autres séries qui traitent de ça. Et là, pour le coup, Wonder Woman 84, c'est, sur ce point-là, il est brillant. Il est brillant, ce film. Je sais que je vais faire tomber beaucoup de gens de leur chaise et qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train d'aiguiser leur couteau. Calmez-vous. Je vais faire une conclusion longue, mais là, vous devez comprendre. C'est très important. Plus vite, bande de trous du cul. Parce que oui, il y a vraiment dans les deux personnages ancrés dans les années 80, dont je vous parlais avant, Pedro Pascal, donc Maxwell Lord, et le personnage de Cheetah, joué par Kristen Wiig, deux clichés des années 80 qui vont finalement se croiser de manière très différente. Chez Maxwell Lord, on a cette angoisse de ne pas réaliser son rêve, mais c'est pas réaliser son rêve, c'est vraiment derrière de ne pas obtenir le rang social qui lui permettra de dire à son fils « Je suis le meilleur, tu peux m'admirer maintenant », jusqu'à ce que ça devienne, comme prévu, un excès total et une destruction de soi. Je l'ai évoqué dans d'autres podcasts, hein, le fait par exemple d'être obnubilé, par exemple, de réaliser sa carrière de réalisateur. Je ne suis pas du tout en train de me regarder dans le miroir en disant ça. Il faut constamment combattre ce côté, comment dire, monomaniaque d'y aller, parce que c'est pas, non seulement c'est pas sain d'y aller comme ça, mais surtout c'est insatisfaisable comme sensation. On ne peut qu'être insatisfait de vouloir se réaliser à ce point-là, de vouloir se réaliser par-dessus tout. L'enjeu, et c'est ça qui est très difficile, c'est de se réaliser sans se perdre.
sans perdre ses principes, sans perdre de vue les gens qu'on aime. C'est très très difficile. Et le personnage de Pedro Pascal, évidemment, parce qu'il s'agit d'un film de super-héros et donc se permet de pouvoir aller dans un extrême, se perd littéralement, va beaucoup trop loin jusqu'à perdre de vue le pourquoi il fait ce qu'il fait. Et je trouve que c'est traité globalement de manière très juste du début à la fin, je spoilerai pas. Et en parallèle de ça, on a le personnage donc, de Cheetah qui en fait est... au-delà du fait que c'est un discours féministe très intéressant, je trouve vraiment de la femme qui est comment dire, considérée comme inférieure, inintelligente, alors qu'elle est bourrée de connaissances, juste parce qu'elle n'est pas à l'aise socialement, juste parce qu'elle n'est pas, entre guillemets, attractive, ou qu'elle ne sait pas se mettre en avant. Et à partir du moment où elle arrive à le faire et qu'elle fait preuve de charisme, et ben voilà, dans ce coup, tout le monde lui court après, mais encore une fois, l'utilise. Et c'est triste, là, à un moment donné, elle a une histoire avec Maxwell Lord, mais Maxwell Lord l'utilise littéralement. Et elle perd même pas de temps à lui en vouloir. C'est là où le scénario, je trouvais plutôt, l'écriture du personnage est plutôt bien écrit, puisque en fait, elle va se focaliser sur le fait qu'on la considère toujours de manière en dessous de tout, et elle se rend compte qu'elle a évidemment hérité des pouvoirs de Wonder Woman, et que voilà, enfin qu'elle a hérité, vous verrez comment. Et ça fait naître en elle un désir de casser cette sensation d'être constamment, comment dire, la proie des autres et devenir donc le prédateur. Et on a vraiment une réalisation des souhaits qui arrive aussi à un excès, mais je trouve qui est pour le coup compréhensible et intéressant. Alors est-ce que le film le traite bien jusqu'au bout? Ça se discute, ça reste un méchant de film de super-héros. Je trouve que à cet endroit-là c'est moins intéressant, je trouve, que Wonder Woman, notamment que Wonder Woman évidemment finit par la battre, et je trouve pas cette scène très intéressante ni très parlante visuellement. On est encore toujours dans le même problème, hein. Il y a un désir de référence aux années 80, un type d'action qui trouve pas vraiment sa symbolique visuelle. La symbolique visuelle, j'en avais déjà parlé dans ma critique de Wonder Woman 1, il y avait deux moments qui étaient juste visuellement très importants. C'est le moment où voilà, elle monte sur les tranchées. On a les tranchées, 1914, tout est extrêmement crédible, et d'un seul coup, au milieu, on a Wonder Woman. Et elle marche au ralenti, elle vient vers nous, elle est déterminée, et ça marche. Et ensuite, on a ce fameux moment où elle éclate le clocher, où on va vraiment que d'abord et avant tout Wonder Woman est une sorte d'exégèse, où le terme est pas juste, mais une sorte c'est plus fort que ça, de miroir à Captain America, mais dans le sens le soldat femme, c'est étant là pour le coup une réponse à l'impuissance et à l'embourbement des hommes dans la guerre, dans une guerre d'hommes. Il y avait vraiment ça dans Wonder Woman 4, dans Wonder Woman le premier, qui était symboliquement et visuellement présent. Et là, je donne que deux exemples de scènes d'action. Il y a d'autres moments dans le film où c'est le cas. Et là, en l'occurrence, je vous parle même pas du super symbole où elle est dans la fameuse fumée toxique, hein, qui est hyper intéressante, fumée toxique qui a été créée par une autre femme. Bref, il y a vraiment plein de choses comme ça dans Wonder Woman qui sont vraiment très intéressantes. J'en parle dans ma critique. Mais en l'occurrence, on n'a pas cette lecture symbolique-là dans Wonder Woman 84 est présente, mais elle est ou trop surlignée, ou pas très efficace, et surtout visuellement. On a vraiment j'ai pas de scène d'action dans Wonder Woman 84 qui parle, je trouve, bien de ce qu'est Wonder Woman dans ce film. La scène de conclusion vient changer ça, et on a tout ce symbole de l'ange d'or et ainsi de suite, mais si l'objectif c'était de faire de l'ange d'or quelque chose d'iconique, je n'ai pas vu d'image dans le film où quand elle est en ange d'or, elle est iconique. J'ai trouvé que c'était à chaque fois assez lourd, c'était assez ingrat visuellement, surtout quand on est passé par du Zack Snyder qui va faire référence à des tableaux baroques du genre la descente de croix. C'est quand même autre chose en termes d'intensité, et dans Wonder Woman 1, encore une fois, Wonder Woman au milieu des tranchées, ça claque sa mère en termes d'image. Ça fonctionne symboliquement, et ça renvoie à toute une histoire de l'art et à tout un contraste symbolique qui fonctionne encore une fois. Là, on n'a pas cette force d'image dans Wonder Woman 84, peut-être aussi parce que c'est ampoulé par le style graphique des années 80 et par ce côté kitsch clairement affirmé. Peut-être que c'était pas possible, hein. Peut-être que ça aurait mené le film un peu trop loin, peut-être qu'ils ont fait ces plans et qu'ils les ont pas mis. Bref, vous voyez un peu où je veux en venir. Mais tout ça pour dire, il y a dans le fond des questionnements que pose Wonder Woman 84 d'excellentes questions. Et c'est pour ça que j'ai envie que vous le voyiez. Je vous dis, moi, allez le voir. C'est pas un film inintéressant sur le fond. Mais restez concentrés sur le fond parce que, encore une fois, dans la forme, c'est lourd. Aussi bien dans les scènes d'action 13 années 80 que dans le rythme, puisqu'on a besoin d'inventer des choses qui n'ont pas besoin d'être là. Et du coup, on a un allongement de l'histoire qui est un peu limite.
Sans compter qu'il y a un déséquilibre entre le drame vécu par les personnages de Cheetah et de Maxwell Lord et Wonder Woman et Steve Trevor qui ont... Autant on comprend le drame de Wonder Woman, mais la présence de Steve Trevor ou le trajet de Steve Trevor est finalement assez secondaire. Et si... Je sais je l'ai déjà vu dans certaines critiques, il y a des gens qui disent oui, mais c'était le rôle des femmes dans beaucoup de films de super-héros hommes. Je suis d'accord, et c'était aussi un problème. Je l'ai évoqué hein, personnellement dans Doctor Strange, le fait que la copine de sa copine à la narration, elle est importante, mais elle est très très transparente, elle n'est pas là dans le film. Là où justement, si elle est pas, à la limite, si Steve Trevor, comme je disais, il n'est pas là, mais il marque symboliquement l'histoire, tant mieux. Mais comme il est présent dans le film, à un moment donné, il lui faudrait un trajet qui lui donne de l'enjeu. Or, il est très présent dans l'histoire, mais je trouve autant dans le film, il avait de la nécessité à être là, il était soldat, il apportait quelque chose, il avait les éléments de l'espionnage à amener, les éléments de contexte. C'est lui-même qui arrive à un moment donné à dire à Diana, à lui faire comprendre que les humains sont plus complexes que des simplement gentils, méchants, que c'est beaucoup plus dense que ça, et qu'elle doit sortir de ça, qu'elle doit devenir tout simplement une femme, une adulte. Et là, dans ce film-là, il la pousse aussi finalement à devoir faire un choix, mais je trouve qu'il est déjà sur cette ligne droite dès le départ de l'histoire. Du coup, sa présence, j'aurais préféré qu'on laisse du temps se passer entre eux autour du début, du fait qu'ils reviennent, du fait qu'ils se sont pas vus depuis longtemps, du fait qu'ils ont besoin de se retrouver. Or, ils se retrouvent de manière quasi automatique et ils profitent. Bah, tout de suite, en termes d'enjeu, c'est beaucoup moins fort. J'aurais préféré qu'à un moment donné, lui, il ait des résistances par rapport à Diana en lui disant « Mais qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as attendu 70 ans ?» Qu'il ait vraiment des choses qui soient pas forcément méchants avec elle, mais qui lui disent à un moment donné « Mais pourquoi tu t'es fait ça? J'ai jamais voulu que tu te fasses ça. » Il y avait vraiment des choses comme ça où il aurait pu être dur dans le bon sens du terme. Et elle aurait pu lui dire « Mais tu te rends pas compte de ce qui m'est arrivé ?» Enfin, il y avait vraiment quelque chose, un nœud dramatique où il y aurait dû avoir du drame. C'est ça que je veux dire. Et c'est bizarre que le film choisisse de pas y aller. Même si, encore une fois, je trouve le passage, le moment de leur séparation, très beau, très... Alors, il s'enchaîne avec Wonder Woman qui saute dans les airs et qui, grosso modo, vole. Je vous laisse découvrir comment, encore une fois, j'en parlais dans la partie spoiler. Mais... Et c'est quelque part pas très heureux, il y a encore ce côté manque de mesure. Mais l'idée est assez belle, je trouve, globalement. Et c'est ce qui va catapulter le film dans sa dernière partie, notamment. Bref, je peux pas aller beaucoup plus loin sans spoiler. Mais pour moi, Wonder Woman, sur le fond... c'est un film intéressant. Sur la forme, ça rame. C'est longuet et c'est mal équilibré en termes d'action. Du coup, si vous n'êtes pas un fan des années 80 de ce style visuel-là, ça risque d'être long, hein. Ça risque d'être compliqué. Mais je trouve que le film a assez de densité sur le fond pour mériter d'être vu. Bref, moi, personnellement, je conseille quand même de le voir. Peut-être pour revenir me voir et me dire que je suis un connard et que j'aurais mieux fait de pas le conseiller. Ça, vous pouvez le faire, mais de toute façon, je vous écouterai pas, hein. Je n'écoute que moi-même. Voilà. Missa brevis et spiritus maxima, ça veut rien dire, mais je suis très en colère contre moi-même. Et oui, c'est la rentrée. J'avais prévu de faire un podcast court, et voilà, ça fait déjà 1 heure que je vous parle plus que ça. C'est comme ça que ça marche, le The Good Post. Vous savez, vous me connaissez, vous m'aimez comme ça. En tout cas, ai-je l'orgueil de l'espérer. Quoi qu'il en soit, allons à l'essentiel, parce que ça fait quand même un bout de temps là maintenant. Il se trouve que dans cette partie spoiler, je vais aborder 2 choses. La première chose, c'est le fameux moment dont je viens juste de parler dans la conclusion de... Vous avez vu le film, donc je spoile pas, hein. Wonder Woman comprend qu'elle doit renoncer à son souhait, c'est-à-dire renoncer à son amour et à la réalisation de sa vie avec Steve Trevor. Si elle veut sauver le monde, ils n'ont pas le choix, ils doivent renoncer au souhait qu'ils ont fait face à la pierre, car le monde est en train de s'auto-détruire littéralement. Et à chaque fois que la pierre est apparue, elle a autodétruit les civilisations où elle était. Mais là, ça peut être carrément le monde, puisque on est arrivé à l'époque du nucléaire et des combats entre les 2 pôles. On a des missiles nucléaires littéralement qui volent dans le ciel au moment où Wonder Woman hésite à renoncer à Steve Trevor. Je trouve cette scène vraiment belle. Je trouve vraiment très belle l'échange qu'ils ont, le fait que Steve soit prêt à dire « Écoute, j'ai aimé ma vie, j'ai aimé ce qu'on a partagé, mais voilà... Et le fait qu'ils lui disent « Tu trouveras d'autres choses, tu trouveras d'autres personnes à aimer. » J'ai trouvé ça très beau. J'ai trouvé que c'était bien écrit. J'ai trouvé que les acteurs le jouaient vraiment bien. Et le fait qu'elle l'embrasse et qu'elle parte en courant, j'ai trouvé ça aussi beau. Malheureusement, c'est gâché juste après. Dès qu'elle commence à accélérer, je n'aime pas les faits. C'est pas une course à en perdre haleine parce qu'on est triste. C'est pas comme ça. Il y a quelque chose de plus haleté, de plus haletant. Là, on a l'impression qu'ils refont ce fameux effet de elle court quasiment à la vitesse de Flash, un jeu caricature à peine.
Et du coup, on a ce côté un peu glissant. Enfin voilà, je trouve que ça marche pas. Là où on aurait eu besoin d'une course énervée, d'une course triste, d'une course où elle aurait cassé le pavé avec ses pieds. Vous voyez ce que je veux dire? Ce côté Snyderien de faire décoller Superman. À chaque fois que Superman décolle, il casse un bout de la marée chaussée, n'importe quoi. Un bout de la chaussée, un bout du macadam. C'est ce truc-là, il y a une onde de choc par terre. Vous voyez, c'est ce truc-là qu'il aurait fallu traduire. Elle vit un déchirement, une explosion là, à l'intérieur. Et donc elle saute dans les airs. Et on a un autre effet qui est intéressant mais mal mesuré. Vous l'avez vu donc, elle commence à littéralement voler en utilisant le lasso d'Estia. Elle provoque des éclairs puisqu'elle a le pouvoir de l'éclair. Elle accroche le lasso dessus, elle arrive à bondir et donc à voler littéralement. Et elle vole en repensant à ce que Steve Trevor lui a dit sur le fait qu'il aime voler, tout ça, machin, blablabla, que voler c'est juste s'adapter à l'air, c'est toujours planer, blablabla, et donc on la voit planer, voler, littéralement prendre la pose de Superman, ce qui est clairement, pour Patty Jenkins, une manière de dire que le nouveau Superman de la Justice League, c'est Wonder Woman et plus Superman. Pourquoi pas? Attendons de voir où ça va, s'il y a un autre Justice League et tout ça, attendons de voir le prochain Wonder Woman. Moi je dis symboliquement, c'est un peu en suspens, malheureusement. Mais j'ai trouvé que c'était lourd, j'ai trouvé que c'était long. J'ai trouvé que ça ne venait pas assez... qu'on avait besoin de la voix off pour comprendre ce qu'elle faisait de manière beaucoup trop lourde. Et que ça rend la séquence assez lourdingue. Parce qu'il y a aussi ce truc du accrocher le lasso à l'éclair. Alors vous allez me dire, c'est peut-être la limite. Hein, j'ai peut-être perdu mon âme d'enfant. Mais c'est franchement pas un effet que j'ai trouvé intelligent. J'ai trouvé ça assez kitsch. J'ai trouvé ça pas très intéressant. J'aurais beaucoup plus aimé le fait qu'elle retrouve le vaisseau... invisible, l'avion invisible, le jet invisible que Steve Trevor avait utilisé juste avant et qu'éventuellement lui lui expliquait comment piloter. Enfin, il y avait autre chose à faire que de la faire voler littéralement. Mais bon, vu que le film avait choisi dans sa dernière partie de lui filer cette fameuse armure en or avec des ailes et qu'elle allait devoir donc voler avec, pourquoi pas? Imaginons. Mais honnêtement, j'ai trouvé que cette scène où elle repense à ce qu'il dit et qu'elle se met à voler, à chercher comment planer, ouais. Moi perso... ça m'a pas beaucoup parlé et j'ai pas vu en quoi elle allait planer, quoi. Enfin, à part tomber, j'ai pas trop compris le truc. Mais symboliquement, je vois, hein, c'est grosso modo le nouveau Superman, c'est elle, ok, on a compris plus ou moins l'idée. C'est pas très subtil, ça fait référence aux années 80 et donc au film de Richard Donner des années 80, les Superman 1 et 2 notamment, d'accord. Mais j'ai franchement pas trouvé que c'était très intéressant sur le fond. Je trouvais le déchirement de leur relation très belle. Et je pense que ça date du film précédent et de ce que le film arrive à construire par moments entre eux dans ce deuxième film. Il y a vraiment une alchimie entre Gal Gadot et Chris Pine, je trouve qu'il fonctionne bien. Par moments, vraiment. Mais comme en plus aussi c'est alourdi par ce que je disais avant, par des scènes qui font très années 80, par un humour qui fonctionne moins bien que dans le premier. Clairement, le côté Steve Trevor qui découvre le monde, c'est beaucoup moins drôle que Wonder Woman qui découvre le monde, je trouve. Donc c'est une fausse bonne idée. Dans le principe c'est intéressant, mais c'est une fausse bonne idée. Des gens me disaient que le film avait... J'ai vu beaucoup de critiques qui disent que le film a du mal à assumer le fait d'être une suite. Je trouve pas, je trouve que c'est juste... le film est coincé entre de fausses bonnes idées, un style visuel très marqué qu'il assume à mon avis trop sur des points où il n'aurait pas besoin de l'assumer, et un scénario qui avait encore peut-être besoin de s'épurer un tout petit peu avant de pouvoir arriver à l'écran. Donc voilà, grosso modo, j'avais envie de vous parler de ça, du fait qu'il y a constamment dans ce film du bon et du moins bon qui va enchaîner, et du manque de mesure qui va constamment plomber les effets. Vous voyez, je suis ému quand elle quitte Steve Trevor, et juste après, elle a cette course-là, et je me dis, bon, c'est pas cette émotion-là que je devrais avoir, c'est pas cette sensation, c'est pas ça que je devrais voir. Je devrais l'avoir cassé le sol de rage, je devrais l'avoir sauté, il y a quelque chose, même dans le bond qu'elle fait, il n'y a pas le sol qui explose derrière elle, il n'y a pas ce truc de l'arrachement et du déchirement émotionnel n'est pas assez à l'image. Si elle glisse, elle n'est pas en train de souffrir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à un moment donné, c'est subtil ce dont je parle là, hein, c'est vraiment la sensation que donne l'image. C'est complexe hein, comme question, et on trouve pas toujours la bonne réponse, ça je l'entends, mais je trouve que dans Wonder Woman 84, en l'occurrence, c'est pas très bien dosé. Et le dernier point sur lequel j'aimerais revenir, c'est la fameuse conclusion. Le film se finit donc, vous le savez, par le personnage de Maxwell Lord qui est en train de détruire le monde en acceptant tous les souhaits de tout le monde grâce à la technologie satellite, hein, puisque tout le monde peut le voir et lui répondre en même temps, donc il entend les réponses, machin, blablabla. Ressort scénaristique, pas forcément très intéressant, mais bon, imaginons. Et il accepte tous les souhaits, le monde est en train de s'écrouler. Et là, Wonder Woman utilise le fameux lasso d'Estia pour choper sa jambe, lui faire croire qu'elle est en train de lui parler à lui, mais en fait elle est en train de parler au monde entier, en train de leur dire que grosso modo ils doivent renoncer à leurs souhaits. Et là,
j'insiste, le fond du film fonctionne parce que ce dernier discours est très intéressant. Elle dit, notamment, elle a une formule extrêmement forte où elle dit aux gens qu'il faut qu'ils renoncent, mais parce que la réalité, c'est beau. The truth is beautiful. Et ça, c'est comment dire, une opposition complète à la philosophie des années 80. Dans les années 80, on te dit, c'est Maxwell Lord, hein, Life is good, but it can be better, c'est rêve, rêve, rêve et réalise tes rêves parce qu'il n'y a rien de mieux que ça. Et elle répond, c'est bien de rêver, mais apprends aussi à voir la beauté dans la vérité, dans la réalité. Et ça, c'est brillant. Je suis désolé, c'est brillant. C'est un discours extrêmement intéressant, extrêmement novateur aussi dans les films de super-héros. Il n'y a pas beaucoup de films qui ont osé finir avec un discours frontal, un discours de sens, un discours moral. Les films de super-héros posent souvent des questions morales auxquelles ils répondent en biais ou en termes de séquence, ce que j'ai tendance à préférer, personnellement, en termes de goût. Mais même si le discours de Wonder Woman est un peu long et certains vont le trouver lénifiant, lourdingue, prêchi-prêcha Hollywood, oui et non. Parce que d'un côté, oui, il y a un petit côté prêchi-prêcha, c'est encore une fois mettre en valeur le personnage principal comme une sorte de leader spirituel, mais en même temps, elle défend quelque chose qui est aspirituel. C'est ça qui est fondard. Elle défend quelque chose qui est le retour à la réalité. Elle leur dit, tous les rêves ne doivent pas se réaliser, ou ne peuvent se réaliser, ne doivent se réaliser que pour de bonnes raisons et dans le bon contexte. S'ils ne se réalisent pas, ou si on les force leur réalisation pour de mauvaises raisons, en fait, on ne réalise pas son rêve. On croit qu'on réalise son rêve. Et on a donné tellement d'importance au rêve qu'en fait, on en a perdu de vue le pourquoi on voulait le réaliser. Et ça, je l'ai déjà dit avant, mais je trouve que c'est vachement bien. Ça rend vraiment Wonder Woman 84 très original, hein. Sachant que le combat contre Cheetah avant est relativement décevant, à part le plan dont je vous ai parlé avant, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, mais sur le fond, Wonder Woman 84 est un film très intéressant. Je ne reviendrai pas là-dessus, je suis désolé. À moins que vous ayez des bons arguments à mettre dans la gueule, ce qui est encore tout à fait possible puisque vous êtes très intelligent. Mais vous voyez un peu où je veux en venir, je vais m'arrêter là, mais grosso modo, j'ai trouvé ce choix d'empêcher Wonder Woman d'attaquer, entre guillemets, Maxwell Lord et de devoir la faire passer par un outil celui de demander de l'aide aux autres et d'amener vraiment une forme de compréhension des choses aux autres, au monde, par les mots. Mais c'est vachement intéressant. C'est aussi, je trouve, une marque beaucoup plus intelligible et intelligente pour un héros féminin. On pourrait faire comme dans le premier film où elle se bat avec Ares et c'est beaucoup plus physique qu'autre chose. Mais là, pour le coup, le film prend une autre tournure et donne, je trouve, une valeur à Wonder Woman qui est vraiment celle de la parole, là où les autres super-héros hommes ont tendance à être constamment dans l'action, dans les valeurs morales actives, là où le Wonder Woman commence à franchir le cap vers des valeurs morales parlées, qui passe par l'oralité, ce qui lui donne une sorte de rôle d'oracle aussi. Il y a aussi ce sous-texte que le super-héros féminin tel que Wonder Woman l'incarne serait plutôt dans la capacité à révéler les choses aux gens et non pas à les libérer physiquement, mais à les faire assumer leurs choix pour de bonnes raisons. C'est hyper intéressant, c'est presque un héros politique, techniquement. Et il y a ce sous-texte qui est déjà présent, notamment avec le personnage de Cheetah, qui devient Cheetah parce que le monde est masculiniste et lui fait énormément de mal. Et il n'y a aucun doute sur le rôle que tous les autres hommes donnent à cette femme. D'abord, on lui donne le rôle d'être rien du tout parce qu'elle n'est pas assez sexy, pas assez belle, pas assez tout, donc on l'envoie chier à tous les niveaux, même alors qu'elle est super intelligente, et évidemment l'intelligence, on ne va pas s'intéresser à ça, c'est une femme, donc le discours féministe est quand même très fort. Et quand elle le devient, elle est encore utilisée, on la respecte toujours pas. Du coup, elle décide de dire, bah écoute, puisque j'ai toujours été une proie, même quand je suis sexy, charismatique et tout, même quand je deviens Diana Prince, je suis une proie, et ben je vais devenir le prédateur ultime. C'est cohérent, c'est bien écrit, et je trouve que c'est vraiment à mettre au crédit de Wonder Woman 84. Alors voilà, je vais pas me répéter 100 fois, vous avez compris où je voulais en venir. C'est le premier podcast enregistré de l'année 2021. Je tiens à vous souhaiter encore une fois une excellente année 2021. À vous, vos proches, prenez bien soin de vous, confinez-vous si besoin et vaccinez-vous si vous pensez que ça va vous aider. Faites ce qui vous paraît juste, cherchez des infos, contrastez-les aussi bien sur les choses politiques, sur les confinements, tout ça, que sur le cinéma. Mon avis, c'est mon avis et surtout, moi j'ai envie d'échanger avec vous. Alors chers amis, je tiens à le répéter encore une fois, merci de votre écoute.
Il y a plein de projets qui arrivent, qui vont se développer cette année. N'hésitez pas, je le dirai pas 100 fois. Vous savez que j'aime pas trop faire ça dans les podcasts, mais je vais le faire une fois puisqu'on est au début de l'année. À partager, à liker, à vous abonner, à commenter. Ça m'aide énormément. Et j'ai vraiment envie de développer la chaîne maintenant et d'aller plus loin. Donc n'hésitez pas. Merci encore beaucoup à vous. Et à bientôt pour un prochain The Good Post qui va être sous le signe de la soul music. Non, en fait, c'est du jazz, mais bon, c'est un jeu de mots pourri. La blague est pas drôle. Mais évidemment, c'est sans alcool. Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Égalité et Rétroprojection. Alors aujourd'hui je commencerai par une petite news, puisque le sieur, un mec qui parle trop, qui décidément parle trop, hein, qui ferait bien mieux de penser, bien mieux d'écouter la pensée soralienne, ça lui permettrait de nettoyer un petit peu tout son côté néo-bobo féministe, de toutes les féministes qui lui sont passées dessus et qui l'ont décidé à faire enfin son opération de changement pour se faire graffer des ovaires, mais je tiens à le rassurer tout de suite, il aura beau faire toutes les opérations qu'il veut, il ne deviendra pas une vraie femme, hein. Ça c'est écrit, c'est vérifiable, hein. Alors je tenais à parler de Wonder Woman 84 parce que l'inepte présentateur de The Good Post nous a encore servi un discours féministo construit sur rien du tout, à base de le personnage principal est une femme, elle est forte, elle devient un oracle pour l'humanité parce que voilà, elle porte une armure en or avec des ailes en or et elle va parler sur un satellite magique parce qu'évidemment les super-héroïnes, il faut qu'elles utilisent de la magie, hein. Elles sont pas capables de mettre une bonne droite du travail et une gauche des valeurs. Donc voilà, je tenais juste à répondre simplement à un mec qui parle trop. Tu ne sais rien, tu ne comprends rien. Tu ferais mieux d'écouter Égalité et Rétroprojection pour avancer dans ton analyse. Et je vais démonter ton analyse rapidement en disant une chose simple. C'est pas en mettant une femme relativement sculpturale en train de dire aux gens « Écoutez, arrêtez de rêver, la réalité c'est beau », que tu vas nous forcer à remettre la gueule dans notre merde et à nous dire « Ah oui, mais en fait c'était très joli, on savait pas la regarder, hein. Le monde il va toujours aussi mal. » Il n'a pas attendu Wonder Woman pour essayer de nous faire prendre des vessies pour des lanternes, et il a certainement pas attendu Patty Jenkins. Je rappelle que c'est évidemment une femme de confession dont je ne parlerai pas évidemment ici, sous peine d'être encore taxé de je ne sais quoi, alors qu'en fait je dénonce quelque chose qui est évident, hein, comme pour toutes les personnes qui écoutent Égalité et Rétroprojection. Donc je vais aller à l'essentiel. Wonder Woman c'est un complot. Toujours des mêmes personnes pour nous faire croire que voilà, les femmes seraient maintenant le nouveau symbole pour nous apprendre à regarder par terre plutôt qu'à lever les yeux vers le ciel avec cette magnifique théorie de l'American Way of Life qui avait au moins l'intelligence de dire aux gens rêvez, parce que si vous regardez vos chaussures qui sont dans la merde, vous allez finir par être simplement plus déprimé que vous l'êtes déjà. Au moins il y avait du rêve avant. Et là maintenant, essayer de nous faire croire que en nous disant regarde, vas-y, regarde bien tout le bordel autour de toi, c'est super joli, ne fais rien, ne dis rien, ne rêve pas, n'essaie pas de réaliser tes rêves, c'est bien mieux, et avec une femme jolie tu vas y croire encore plus. C'est vraiment le fond du racloir de la pensée féminazie, encore une fois extrêmement bien appliquée. Bref, je voulais juste rappeler à tout le monde, si y en avait encore besoin, qu'un mec qui parle trop de The Good Post, bah voilà, c'est un complot. Alors aujourd'hui, moi je vais vous parler d'un film d'une grande poésie, d'un film d'une grande finesse, un film qui a su analyser avec beaucoup de force la menace à laquelle on est confronté jour après jour dans la France de 2020, et bien sûr ce film c'est Nuit et brouillard, hein. Film, une comédie extrêmement drôle.